2 représente toi et ma queue, ma beuteux, ma botta, agobota. Non, est-ce que lui... Pardon. C'est bon? What's up, ladies and gentlemen? Aujourd'hui, je vous reçois dans la house. On y va comme ça? Bien sûr. Par live comme ça? What's going on, man? Welcome to Biceps and Mindset. Ça fait longtemps que j'ai pas refait d'épisode et aujourd'hui, j'utilise cette opportunité pour faire un épisode, pas des moindres, pas tout seul, au Canada, à Montréal. Et c'est... Je savais pas si j'allais faire des épisodes ici. J'avais amené ma caméra. Je me suis dit, on sait jamais. On verra comment on va gérer déjà la charge de travail avec un décalage horaire de 6 heures. Ça m'a un peu brutalisé. Et là, aujourd'hui, c'est littéralement le jour où je reprends l'avion pour repartir en Europe. Et mine de rien, même si je suis bien ici de sorte que je suis avec mes amis, bah, il me tarde de rentrer parce que vous comprendrez davantage. Je vous donnerai plus d'informations dans un prochain épisode où je vais vraiment tout débriefer. Ce sera cool quand je serai de retour en Espagne et tout et tout. Mais là, en attendant, on a un épisode un peu spécifique, un peu spécial. Je suis avec mon pote, Antonio Banderas, qui n'a jamais fait de podcast de toute sa vie, qui est un de mes amis d'enfance. Et je veux absolument piquer son cerveau pour qu'on puisse aller explorer son expérience d'expatriation au Canada, parce que ça en intéresse beaucoup d'entre vous. Mais pas n'importe quel type d'expatriation, mais une expatriation sur plus de 10 ans. Donc là, c'est extrêmement intéressant. On avait fait un épisode un petit peu similaire avec David en Australie, qui avait expliqué son expérience sur 10 ans, mais qui avait un parcours de vie complètement différent. Et là, Anto, c'est un mec que je connais depuis que j'ai 17 ans. Et soyez indulgents, c'est un mec qui est malade mental, mais devant une caméra, vu qu'il a jamais fait, il va être peut-être un petit peu intimidé, mais je pense on va se mettre ensemble, on va le débrider un peu. Ça va, Anto? Ça va. Pour moi, aujourd'hui, c'est le dépucelage. Au début, il m'a fait ça. C'était la gorgée que j'ai bu qui était comment pas descendue. On va commencer d'ailleurs avec une petite gorgée de l'ami Sam, parce que si vous avez peut-être vu passer l'épisode avec Sam, où on a fait, comme d'habitude, c'était sur son podcast Pas Ordinaire. Il s'appelle comme ça? C'est le podcast Pas Ordinaire. Le podcast Putain, Pas Ordinaire, ouais. Et où, évidemment, ceux qui connaissent Sam, le Québécois, j'ai fait plein d'épisodes avec lui et il a sa boisson Mind Blow, qui sont des nootropiques avec c'est une boisson énergisante. Il m'a donné gracieusement un pot, en fait, comme un pré-workout, tu mélanges et puis ça va faire du bien parce qu'on a besoin un peu de jus ce matin. En vrai, dinguerie. Voilà. Gros projet. Ok. Là-dessus, en avant, je sais que l'expatriation vous passionne et c'est un truc qui me passionne aussi au Canada. C'était... À la base, quand je suis parti en Australie, il y en a qui savent, j'ai hésité longuement avec le Canada. Évidemment, moi, c'est le climat qui a gagné. Pour Anto, c'est pas le climat qui a gagné. Mais du coup, pour donner un petit peu de background, Anto, on est en 2024. T'es arrivé ici quand? Alors, première expérience au Canada, c'était en 2013. C'était avec ma conjointe, qui est encore ma conjointe et ma femme, même si on n'est pas mariés, ça fait 15 ans. Dans le cadre de ses études, et suite à une expérience qu'elle avait vécue grâce à sa famille, parce qu'elle a un de ses oncles éloignés ici qui a une entreprise Publicis, pour pas la citer, grosse compagnie reconnue mondialement dans le milieu de la pub. Et donc, ça fait qu'on a atterri là en 2013 pour combler en fait ses études et de faire un cursus c'était scolaire. le stage de fin d'études. Voilà. Bah, en fait, c'est un peu grosse coïncidence, mais sa copine, Jen, on était en cours ensemble. Et quand moi, je suis parti à New York pendant 6 mois, elle est partie à Montréal. Et vu qu'Anto, t'étais avec elle, t'es parti avec. Moi, j'ai pas eu le choix. Hein. Moi, je suis, tu sais, le bagage qu'on prend. On dirait, allez, ouais. Non, en vrai, moi, j'étais dans cette philosophie de vie-là. Tout jeune, j'ai voulu entreprendre. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est aussi tester des choses, bouger, et ainsi de suite. Et même si je suis savoyard de base et très casanier, je l'étais moins que mes parents et d'autres de mes amis. Donc, j'ai dit, vas-y, let's go, on fait ça. Donc, on est venu ici en 2013, il y a un premier 6 mois. Mais là, quand tu viens sur 6 mois, t'avais quoi comme vacances, visa? j'allais y venir. T'es Ouais. en vacances. Donc, ça veut dire que tu peux venir 6 mois au Canada en vacances. Ils vont te délivrer un visa approbatoire avec une date de début, une date de Mais fin. on n'est pas encore sur du PVT. Non, tu peux pas travailler, tu peux rien faire. Ok, donc Là, t'es tu peux en juste spend the money. Ça, c'est intéressant. Ouais. Donc, 6 mois ici, c'était vraiment cool. C'était en 2013. Il faut savoir que c'était vraiment... Montréal 2013, on en reviendra à Montréal 2024, ça a beaucoup changé. Donc, nous, on est arrivé là, jeunes, plein d'énergie, plein d'engouement. Attends, je te coupe juste de... Quand tu pars là-bas, tu avais l'ambition de travailler ici, tu voulais faire quoi? Parce que, tu sais,
généralement, c'est bien d'avoir enfin, c'est bien. C'est de se dire, quand je vais à l'étranger, j'ai un projet, je vais Ouais. faire quelque chose là-bas sur place. Alors, moi, Ton background rapide, juste avant, donc toi, tu bossais, tu étais plombier chauffagiste ouais, moi en j'étais France. plombier chauffagiste en Ouais. France. J'avais peut-être 3-4 ans d'expérience. Et en fait, Et quand tu moi, t'es dit, je vais bouger, du coup, je suis Jen, je pars à Montréal, t'avais quoi en tête pour toi? bah, en fait, t'as pas bien le choix. C'est pour ça que je voulais y venir crescendo. Ouais. Je m'étale peut-être un peu, mais Non, non, mais vas-y, hein. c'est qu'en fait, grosso modo, l'immigration, comment ça se passe? Tu viens une première fois, tu check. Ouais. Donc tu viens 3-4 mois, genre en mode vacances, tu te dis ah ouais, en fait c'est cool. Tu commences à te renseigner, Hmm. ça marche comment pour le travail, et ainsi de suite. Moi, c'est ce que j'ai fait les 6 mois que j'étais là. Donc je suis allé, comme je suis plombier chauffagiste, je suis allé voir les organismes ici, parce qu'il faut savoir que le marché canadien, mais surtout québécois, ne fonctionne pas pareil que, mettons, le marché du Canada ou d'autres pays. C'est-à-dire, j'explique. Moi, j'ai un diplôme en France, plombier chauffagiste. J'ai Ouais. 2 métiers en un. Ouais. Je suis spécialiste. Je peux faire une rénovation de salle de bain en complet. Je peux faire des boiler rooms. Je peux faire plein d'affaires. Je suis autonome. Mm. Je peux partir ma boîte, clic, clac, boom. Le day one. C'est quoi du boiler room? Boiler room. Tu l'as dit, les gens ont fait un. Ok, boiler rooms ici, en fait, c'est parce que comme il y a aussi beaucoup d'anglicisme dans mon métier. Le boiler, c'est le chauffe-eau. Voilà, le boiler, c'est la chaudière. En fait, Ok, la chambre ok. mécanique. Voilà, Ok. chambre mécanique. Faire simple. Donc, je vais avoir un organisme qui s'appelle la CCQ, Commission de la construction du Québec. Je parle avec eux, je leur dis voilà, comment on fait pour travailler ici? Et ils me disent bah c'est simple, vu que vous venez d'ailleurs, il y a des ententes de France-Québec, vous devez justifier tant d'heures et ainsi de suite, machin et tout. Ok. Et puis les bassins sont ouverts. À l'époque, les bassins étaient ouverts. Quand tu dis les bassins, Alors ça les veut bassins, dire en quoi? fait, comme le CCQ, c'est un syndicat Ok. qui gère la commission de la construction du Québec, donc qui gère plusieurs, on va dire, métiers. Il y a des quotas. Au Canada, ça marche qu'avec des quotas. Ah. D'accord? Et donc là, le quota était encore en demande. Donc quand le quota est en demande, les ententes France-Québec changent. C'est genre free party, les gars, venez, Ok. easy gone, easy go, c'est facile. Mhm. Sauf que quand nous, on est revenus, donc on fait le premier 6 mois ici, on dit c'est trop bien, on Donc là, commence t'es à en rencontrer des gens vacances, tu en peux pas vacances bosser, et ouais. tout, mais quand même, tu vois, je fais mon devoir, Tes qui est de me recherches. renseigner. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour quand je vienne? Bien sûr, bien sûr. Je veux pas arriver les mains dans les poches, parce que t'as pas... Tu perds du temps et ça coûte cher. Et puis c'est surtout que ça coûte très cher. Ouais. Tes 6 mois m'ont coûté très cher. Mhm. Donc, on est obligé de faire des papiers, donc on retourne en France. Donc, on termine les 6 mois, Mm. on retourne en France, on refait un 9 mois à peu près, où ça nous permet de dire au revoir tranquillement à la famille, de consolidifier notre choix aussi Ouais, je me en souviens, reposant l'expérience qu'on avait vécue. Genre, est-ce que c'était pas que du hype? Est-ce Mm. que vraiment derrière il y avait un background? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pouvait mettre en place? Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose dans lequel on se voyait? Alors, clairement, oui. Oui, et donc on a entamé les papiers et tout. Donc, nous, quand on a fait la démarche de venir ici, c'était en PVT. Il faut savoir que les PVT, à l'époque, c'était sous Hollande. Et normalement, l'année où on était, ça devait être voté pour avoir des PVT 2 ans. Donc, PVT, c'est permis vacances travail. C'est comme un work holidays. Ouais, c'est le Working Holiday Visa. Ouais, voilà, get Mhm. visa, c'est ça. Excusez mon anglais. Et donc, du coup, nous, on était un peu fanés parce qu'on tape, du coup, 1 an au lieu de 2. Et Ah, donc la loi du PVT a changé. ouais, Elle ben était c'est en fait, 2 non, ans. c'est elle devait être validée à 2 ans. Ok. L'année où nous, on faisait la demande. Donc, on a dit, c'est trop bien, 2 ans, c'est au KLM. Tu vois, ça Attends, prend vraiment tu le veux dire temps. que maintenant c'est 2 ans? Maintenant, c'est redevenu 2 ans. Ah, Voilà. et toi, t'as eu qu'un an. Moi, j'ai eu qu'un an, grâce à Hollande. Seum. Ouais. Tu sais, le mec, voilà. quoi. Ok, ok, On va ok. pas faire de politique, mais voilà. Flamby. Hein. Flamby, exactement. Donc, du coup, ça, c'était la première surprise. Et la deuxième surprise, en fait, c'est qu'on s'aperçoit que pile poil cette année-là, ça a changé. Donc, c'est-à-dire qu'avant, genre n'importe qui venait comme il voulait, c'était facile, facile. Et nous, on est arrivé les premières années où il y avait vraiment le hype du Canada. Hmm. Et va savoir pourquoi on se retrouve avec, admettons, il y avait 12 000 personnes qui pouvaient rentrer cette année sous PVT. Donc, t'as Au l'accès, Canada. tu vois le nombre de personnes. Ouais, le au nombre de Canada, tu places. as 12 000 places Ok, et tu avais genre 67 000 demandes. c'est un truc de fou. Parce que la même année, je suis parti en Australie sous le même régime, sur le WHV. Ouais. Mais il y a en 1 heure, tu reçois ta validation en fait. Ouais, ben tu vois, le truc, c'est ça. Le truc était là, il y a tellement de hype au Canada. Et là, donc, on était en 2014, hein, sachant que 2013, ça commençait en fait, les lois, les trucs et tout. Donc là, on était en 2014, ils avaient vraiment mis ça à plat. Et donc, ils avaient ouvert un serveur en relation avec l'immigration. Et donc, comme il n'y avait que 12 000 places,
il faisait, alors je sais plus si c'est par shot de 3, de 4, de 5, on va pas se mettre à compter, mais genre il y avait 3 ouvertures dans le mois, Ok. et à chaque fois, en fait, c'était du hasard. C'est la loterie. C'est la loterie. Donc t'es premier arrivé, premier servi. Putain. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est en couple, et qu'on peut faire une demande par personne. Les demandes de couple, ça n'existe donc pas. t'es même pas sûr que Donc, l'un ou l'autre voilà. a pris. Les bails, c'est genre, ta conjointe, elle est prise, t'es pas pris, et t'es niqué, clairement. Ouais. Parce que pour trouver un boulot sur place au Canada, faire pas les mêmes visas et ainsi de suite, ça veut dire que t'es en décalé dans ton processus immigratoire. Et ça, gros warning, parce qu'à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que tu vas rester en statut implicite parce que tu n'auras plus d'MO, man. Il n'y aura plus de munitions. Tu n'en auras plus des visas à justifier, et ainsi de suite. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'immigration au Canada, ça dépend les visas que tu as et dans la période d'immigration que tu es, tes points comptent. Une demi ou simple. Ok. Parce qu'il y a aussi un quota. Donc il y a plein de trucs qui rentrent en compte, les années, les points, les trucs. Là maintenant ça a changé un peu. Nous ça fait un petit moment que c'est fait. Tu sais comment c'est maintenant, alors moi je sais que j'ai un pote il y a pas longtemps là qui était dans le nord de la France qui lui est venu ici en résident permanent parce qu'il avait des points. En fait il a fait ses démarches au préalable en France. Ouais. Et il a justifié plein de choses et en fait. Et il est jamais venu et il arrive déjà. Non, on n'était jamais venu. Ouais, mais il est arrivé, il avait déjà visa permanente. Ouais, résidence permanente, visa, machin et tout. Il l'a pas eu tout de suite. D'entrée. Ouais. Il l'a pas eu tout de suite. Il a fallu qu'il fasse valider ici. Ouais. Mais genre, il a pu rentrer avec un système de points. Et il est arrivé, il était gratin. Ok. Mais il y a beaucoup de lois qui ont changé. C'est où ça? Il fait quoi dans la vie lui? Plombier, comme moi. Mon pote. Sérieux? Ouais, je l'ai rencontré dans ma boîte. Ouais. C'est incroyable. Julien dédicace. Mais attends, il était jamais venu là. Et il a fait toutes les démarches en amont. Et il arrive donc même pas sous PVT. Ouais. Il arrive et il est résident. Pseudo-résident. Il est arrivé, lui, il avait un bail un peu implicite. Alors, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, parce que dans l'immigration, tu m'as perdu. En fait, il y a 25 000 possibilités. Je vais t'expliquer, là, on se disperse, mais en fait, si tu prends un avocat d'immigration, il va te donner une technique, une autre technique, une autre technique, une autre technique. Il y a des failles. Il y a des failles, il y a des trucs. Et en fait, c'est comme dans l'achat immobilier, quand tu prends un courtier immobilier et un courtier hypothécaire, et mettons que tu es comme pseudo-solvable, et ben les mecs, ils vont te trouver un prêteur, ils vont te trouver un système financier, tu vas passer par une banque régulière ou ainsi de suite. Donc en fait, tu peux un peu rendre le truc malléable et tu peux un peu passer par une technique et ainsi de suite. Et il y en a qui sont restés 6 mois d'implicite. Donc c'est un peu, tu vois, mode... C'est quoi ce statut implicite? Statut implicite, c'est quand tu as un visa qui se termine, qui t'a fait une demande d'un autre visa. C'est un bridge genre? Et tu es en traitement de la demande de visa, mais tu n'as pas la réponse finale. Ok. Donc en fait, le Canada te met en pending mode. Bridge, ouais. Voilà. Et donc quand tu es en pending mode, ça veut dire que tu es implicite. Tu es implicite, c'est ça. En fait, tu es une personne, mais qui sert à rien à la société. Genre, tu vis dans un coin et tu peux rien faire. Ok. Alors, les bails, les mecs continuent à bosser, machin, ainsi de suite, parce que tu sais que, voilà, même si des fois c'est pseudo-légal, mais quand tu es en pending mode, tu sers le cul, parce que dépendamment de la réponse, c'est éjectable. Les mecs, c'est pas la France. Hein. Je te le dis. Hein. Ils viennent te chercher, ils disent bonjour, ça va, hop, taxi, et tu rentres chez toi. Au pire, allez, tu vas sortir aux États-Unis, tu vas rester 2-3 mois, tu vas trouver une faille, tu vas rentrer. Ouais. Mais il y a plein de trucs. L'immigration, moi, je suis pas un expert. Et comme je te dis, ça fait un petit moment que c'est fait. Et c'est plus, pour être honnête avec vous, ma conjointe qui a géré la deuxième partie de l'immigration. Moi, j'ai géré un peu la première avec elle. Et puis après, le boulot a fait que j'avais no time. Et puis, c'était compliqué. On va revenir là-dessus. Justement, quand est-ce que tu es passé à un boulot stable? Est-ce qu'au début, tu as enchaîné des petits boulots? Alors, en fait, pour trouver quelque chose de stable? Comme on n'avait que 1 an, PVT ouvert, c'est-à-dire qu'on avait 1 an pour un peu explorer ce qu'on voulait faire. Donc, c'est-à-dire, est-ce que je veux faire une continuité de mon métier ou est-ce que je profite de l'occasion pour essayer autre chose, puisque je suis dans un pays qui prône l'entrepreneuriat. Je suis dans un pays qui regarde pas trop si vraiment j'ai le diplôme pour faire la job, puisque à cette époque-là, alors c'est plus vrai maintenant, attention, en 2024, les gars, très compliqué. On en reparlera. Très compliqué à quel niveau? Travail. On va revenir, parce que là, on va perdre tout le monde. On va rester au début. Donc au début, c'était très facile. Et puis, comment dire, les formations n'étaient pas aussi poussées que maintenant. C'est vrai que quand tu venais de France, généralement, tu étais un peu mieux formé. Donc même si tu avais un diplôme qui était un peu un doublon de ce que tu voulais faire, mais qui n'était pas tout à fait ce que tu voulais faire, ça passait. Et ben le discours à avoir, c'était t'asseoir devant le boss, il te disait bonjour monsieur. J'ai des skills. Bonjour monsieur. Tony Bonillo.
Non, je rigole, je dis pas comme ça, mais voilà, je suis plombier, je vends des, J'ai fait ça en je vends des France. boilers, je vends des boilers et des systèmes de chauffage, je Ouais. les installe, j'arrive à finder chez le client En fait, tu te la vends. demande et ainsi de suite. Voilà. Je dis, voilà, vous avez quoi? Vous avez une compagnie qui vend des systèmes d'alarme ou des trucs comme ça? Pareil, on prend le schéma, on l'interpole, je fais pareil chez vous. Hein. Je vous donne une semaine gratuite pour me tester. Je vous donne une semaine gratuite pour me Sérieux? tester. Eh, j'aime bien ça en vrai. Hein. Le gars, C'est au mérite. il fait quoi? Il dit, mec, c'est un tueur. Hein. C'est un tueur. Et du coup, il te Ah ben, prend en mot et il fait le. qu'est-ce que je fais? Moi, je mets le silencieux. Pendant une semaine, je snipe tout le monde. Ouais. Je dégomme la boîte, frère. Je fais, je me Mais donne à ça, c'est 4000%. excellent. Moi, j'aime bien ça quand même parce que même si c'est beaucoup plus précaire, on te Ouais, mais donne une opportunité parce le que résultat- tu as su te vendre. Le En résultat, c'est France, quoi? jamais de la vie. Hein. Le résultat, c'est quoi? C'est que la semaine d'après, quand tu t'assois en face de ton boss, tu dis alors, le mec, il dit combien tu veux. Ouais, ouais, c'est cool. Ok. Et donc déjà, tu vois, tout le travail mettons, que tu peux faire en France pendant 1 an, 2 ans, la trust credibility, Ouais. tout ce que tu vas mettre en place, tu vois, pour essayer de bien te faire voir ou quoi. Ici, balèque, en fait. T'arrives, t'as faim, bam, 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 mode sniper pendant une semaine, ou un mois s'il faut, tu vois, c'est pas fou, grave. C'est fou. Et t'as montré au mec que t'étais prêt à faire des concessions. En lui montrant au gars que t'étais prêt à faire des concessions, Ouais. ça veut dire que lui aussi, dans sa vision de toi au sein de l'entreprise, il sait que tu vas être quelqu'un qui peut être malléable. Donc, il peut te proposer des trucs intéressants, malléables. Il peut te proposer des trucs un peu moins intéressants, malléables aussi. Ouais. Il sait que tu vas être en demi-mesure, tu vois. Mhm. Et en fait, c'est ça, il faut être middle dans tout ce que tu fais et ça passe. Et moi, je prône vraiment cette T'as commencé comme philosophie-là. ça. Ouais. Mais du coup, tu disais la première année, c'était t'explorer les trucs. Donc Ouais. tu l'as joué comme ça. Alors, moi, je l'ai joué comme ça. Première année, j'ai fait pas mal de trucs, mais après, est-ce qu'on va vraiment en parler, genre? Bah, ce qui est intéressant de voir, c'est comment tu t'es dépatouillé, comment tu t'es démerdé. Parce que là, si tu te mets dans la peau de quelqu'un qui fait les démarches du PVT, qui a été Ouais. pris, qui arrive au Canada, Ok. qui choisit Montréal, qui arrive là, mais du coup qui n'a rien. Alors, déjà, faut pas faire ça. Ok. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'en fait, je veux expliquer comment c'était facile pour moi à l'époque, entre Ouais. guillemets, versus maintenant. Ok. Donc, on va revenir sur le truc. Vas-y, c'est intéressant. Je suis rentré au Canada. Moi, clairement, je voulais plus retourner en plomberie. Parce Ouais. que je me suis dit, putain, T'es dit, je fais une c'est les reconversion. États-Unis, frère. Ouais. Pourquoi je vais aller faire des tuyaux? C'est vrai que c'est les US-like, c'est pareil. Puisque moi, je suis un entrepreneur, en fait, dans la vie. Ouais. Même si, on en reviendra, j'ai pas percé dans l'entrepreneuriat. Mais C'est tout ce que trop tard. je t'explique là, tu vois, Ouais. ces schémas, ces trucs, ces machins, je m'assois avec des entrepreneurs, on en discute, les mecs, ils ont la même réaction que toi. Ils disent, putain, mais en fait, c'est legit ce que tu me dis, tu vois. Mhm. Ouais, bien sûr. Bon, on en reviendra. Donc, j'arrive là. Au début, coup de piston. Le cousin de ma femme, qui était Jean-Gabriel, tu l'as connu, Qui habite ici. Ouais. qui habite ici avec sa femme, et ainsi de suite, ils sont de la famille là. Faut savoir qu'on avait 23 ans, donc c'était partez tous les jours. Mais qui est québécois. Qui est québécois, exactement. Ouais, ouais. Québécois. Partez C'est tous les jours. Une nuance, parce que voilà. du coup, la culture est vraiment différente. La ce qui culture fait que est vraiment différente. Aujourd'hui, vous vous parlez plus, par exemple. Bon, on a eu des différends. Ouais, On ça, s'est pas on s'en fout un peu, mais c'est. Voilà, on s'est pas Enfin, entendu. je- Et je- aujourd'hui, Enfin, on n'en parle plus. Je Voilà, veux pas, c'est- c'est juste pour pas Ouais, ouais, cracher pour sur les moi, gens c'est- parce ouais. que c'est Non. pas le but, mais c'est de montrer qu'il y a une grosse différence culturelle et Ouais. ça on y reviendra sur les gens, Ouais. qui fait que même si on parle la même langue quand on arrive là, Ouais. on est vraiment pas pareil. On est différents sur beaucoup de points. Alors, est-ce que c'est du positif ou du négatif? Ça, on pourra en débattre pendant longtemps. Simplement, ce qu'il faut comprendre, globalement, quand tu viens d'Europe, tu as une mentalité, tu as un style de vie, ton éducation est basée autour, on va dire, d'un système latin. Ok. Nord-Amérique, différent des États-Unis, un peu plus bas, même si ça fait partie des États-Unis. Donc, mieux dans les mentalités, mieux dans beaucoup d'aspects, selon moi. Par contre, mentalité nordique, mais avec la crème anglaise dessus. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment. Si. Crème anglaise parce que c'est la reine d'Angleterre. Feu la reine. Ah, mais parce que c'est le Commonwealth. Voilà. Il y a énormément d'Irlandais, d'Anglais et de personnes Ici? ici. Ok. Donc, le Canada, c'est anglais, faut le savoir. Il n'y a que Montréal, qui est la deuxième plus grande ville francophone au monde, Ouais. qui est un peu genre Monaco ou la Corse, tu vois. Montréal, c'est pas le Canada en fait. Ouais, les non, mecs de c'est- Montréal sont montréalais. Mhm. T'as compris? Ouais, t'as 8 millions de francophones, je crois, Voilà. et entouré de 400 Voilà. millions d'anglophones, si tu englobes les Québec, États-Unis. le Québec a voulu son indépendance à plusieurs reprises. Elle l'a pas eu. Mais la majorité des personnes ici sont conservateurs, Ouais. très
pro-Québec, et ça, je peux le comprendre. C'est un peu des valeurs que nous, on a perdues en France. Hein. Je m'excuse, les gars, là-dessus, c'est ce qui a fait que je suis parti aussi, en quelque sorte. C'est que très tôt, j'ai vu ce qui allait se passer très tard. Donc voilà. Donc, les mentalités, tout, c'est changeant, c'est différent. Et on a un gros background, mais je rentrerai pas là-dedans, encore une fois. On a un gros background. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a une histoire avec ce pays-là. Parce que pour les gens qui ne le savent pas, à la base, au Canada, il y avait des autochtones. Donc, c'était les habitants du pays, les natifs américains. Ensuite, tu as les Français et les Anglais qui sont venus pour faire du commerce et ainsi de suite. Et au début, pour faire les grandes lignes, ça se passait plutôt bien. Et après, voilà, l'appât du gain, tout ça, la facilité. La conquête. La conquête, bam, ça part. Et là, donc, après, ça part même français, anglais, ainsi de suite. Long story. Finalement, on perd la guerre avec Napoléon, les plaines d'Abraham, machin. Ça part en sucette, et le Canada récupère le pays. C'est les grandes lignes. Mais quand je dis les grandes lignes, les gars, je ne vais pas rentrer dans un discours. C'est grand. Là c'est de l'expatriation, voilà. C'est pas l'histoire. Hein. Voilà. Donc, si tu veux, quand tu viens là avec tes Français, il y a plein de choses qui peuvent ressortir. Tu peux avoir. Ils aiment pas trop les Français globalement. C'est pas qu'ils aiment pas trop les Français. Je pense qu'il y a une cicatrice qui est refermée, mais elle est tellement visible encore que ça ressort à chaque fois, tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc qui est intéressant sur lequel je veux rebondir justement là-dessus, c'est donc tu es dans la vie professionnelle, tu fais tes trucs, ici ça parle français, mais très vite tu t'es acclimaté de sorte que tu as appris la langue locale, non pas l'anglais, mais le québécois. La québécois. Genre, tu parles, quand tu te mets en route, tu parles comme eux. Quelle différence est-ce que ça a fait? Est-ce que tu as senti que c'était un truc nécessaire? Est-ce que ça t'a vraiment aidé? Mais là, en fait, on se dispatche vraiment parce qu'on était parti du... Tout, c'est pas grave, c'est freestyle. C'est freestyle. Mais ce que je veux dire, c'est que on retourne sur le milieu du travail. Alors, on retourne sur le milieu du travail. Donc, on va avancer un peu dans la story. J'ai quitté mon PVT avec un emploi en visa fermé 2 ans qu'on appelle jeune professionnel. Mais là, du coup, c'est l'entreprise qui te sponsorise, c'est comment? C'est toi qui trouves une boîte. Tu as un accord tacite avec la compagnie. Elle s'engage à payer ton visa. Oui, donc c'est une espèce de sponsoring. Ouais, elle t'engage à payer ton visa. Par contre, genre, elle a ta couille gauche dans la main gauche et ta couille droite dans la main droite. Ouais, comme le sponsoring en Australie. Voilà. Et si t'es un peu comme moi, t'aimes pas trop avoir ta couille gauche dans une main et la droite dans l'autre, ça peut venir très compliqué. Ouais, je comprends. Donc t'es dans la boîte te dit, bah voilà, enchanté Anthony, merci de travailler pour nous, blablabla, t'es un visa de 2 ans fermé avec nous. Donc en fait, tu peux pas quitter la boîte pendant 2 ans. J'en viens, tu peux pas quitter la boîte pendant 2 ans. Quand tu fais ça, la personne donc qui détient ce visa, donc en l'occurrence là c'était moi, l'autre personne, ta conjointe, va avoir un visa ouvert, 2 ans. Donc, elle va pouvoir, le de facto va pouvoir exploring un peu si elle veut, elle va avoir le temps, tu vois, ça va être plus versatile pour elle. Moi, je suis là, je suis dans mon métier. Oh merde. C'est quoi qui s'est éteint? Ah, mais c'est ta lampe là-bas? I don't know. Oh man. Remets ta lampe! Vite! Ça, c'est les... Je me disais, on a perdu beaucoup de luminosité d'un coup là. C'était comme ça? Je sais pas, vas-y, c'est bon. Si, c'était comme ça. Donc du coup voilà, donc t'es 2 ans fermé dans ton métier dans un pays où on te dit ton métier c'est pas le même. Et donc vu qu'on te dit ça, on te dit ben en fait on va pas te payer à ta juste valeur. Ah ouais, donc là c'est l'esclavage qui a... Esclavagisme moderne mon gars. Et en fait on va en venir et en fait la structure de fonctionnement. Alors je dirais pas le Canada, là je dirais le Québec pour le coup parce que moi j'ai plus une expérience québécoise. Ouais, et c'est important de mettre l'accent sur le fait que ce soit différent. Je connais dans mon cercle d'amis, de connaissances, de clients, quand je te dis, on parle peut-être de 3000 personnes, là. Peut-être 80% de ces gens-là se sont fait exploiter par le système. Tout pareil. Alors moi, on va y venir, je vous explique. Un plombier chauffagiste ici, ça fait 45 $ de l'heure. D'accord? Ce qui équivaut à... 45 $ de l'heure, brut, les gars, brut. 30 € brut de l'heure pour une comparaison directe avec l'euro, si vous voulez. On est dans une fourchette entre, allez, on va ratisser large, mais on est entre 80... Mais du coup,
quand tu parles de brut, en Ouais. France, par exemple, un plombier chauffagiste, pardon, il fait combien? Alors moi, à l'époque, quand j'avais quitté la France, écoute, c'est pas compliqué. Bon, je travaillais en intérim, donc l'intérim prenait une petite cote. Ouais. Mais t'avais un taux à l'heure ou est-ce que Ouais, t'étais j'avais un taux à l'heure à 14,75 de l'heure, Ok, quelque chose comme ça, quasiment 15 moitié 15 moins. euros. Ouais. Ouais. Euh, et alors que je travaillais quand même, Tignes, Chamonix, Courchevel, les Ménuires, j'ai des grosses rénovations et des grosses constructions neuves pour des gens, écoute, des chalets à Ouais, 2, ouais, 3 bien sûr, je millions. comprends. Ouais. J'ai installé des baignoires floquées en nubuck, mec. Hmm. C'est des dingueries. L'autre à 15 balles de l'heure, tu vois. Ouais, Et non, c'est c'est aussi ça la réalité de la France. Hein. Mais Je du coup, m'excuse. Parce que le but premier de partir à Montréal, c'était aussi de se dire, je fais mieux gagner ma vie. Ben, financièrement, pour moi, en fait, le plan de match, c'était pas compliqué. Je travaille, make money. 2 ans après, j'achète mon premier bloc. Ouais, c'était ce que tu voulais faire au Ouais, départ. ouais, moi vraiment, aujourd'hui, Hmm. normalement, je devrais avoir 10-15 blocs. Mais c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Ce serait beau. Donc il y a tout Ouais, un, ça tout c'est un top. truc derrière qui a, En qui a même fait que, temps, mais quand tu sais bien déjà, tu avais un plan. ouais, Ça se passe pas toujours comme on le souhaite. De toute non, façon, tout projet qui en vaut la peine, il prend plus de temps que ce que tu ouais. aurais pensé au départ. Mais en fait, faire une longue histoire courte, c'est comme ça qu'on dit ici, une longue histoire courte. Je pars de la France, j'ai 23 ans, à 22 et demi, je suis assis autour d'une table dans un duplex à Chambéry Hmm. et je vais signer un acte d'achat. Ah, pour acheter un appart à l'époque en France. Voilà, Donc là, on a fait un petit flashback. ouais, à 134 000 euros, donc j'avais 22 ans. J'achetais 134 000 euros. Alors, je pouvais acheter bien plus à l'époque. Mais tu as Mais choisi ta voie ouais, surtout. j'achète 134 000 euros. J'ai le stylo dans les mains. Et je vois le smile sur la bouche de tout le monde. Et l'appartement, franchement, dinguerie. Je l'aurais acheté aujourd'hui, il vaudrait 375. Hmm. Mort de rire. C'est du passé. Et je sais pas, le stylo, gros, il me brûle les doigts. Ouais. Genre, en mode, Gut feeling qui fait que. il y a voilà, un God feeling qui fait tu fais pas ça, frère. Hmm. Tu fais pas ça. Mais pourquoi tu le fais pas, tu sais pas. C'est bien après, c'est des années après en fait que tu Ouais. comprends. Donc tu le fais pas. Tu poses le stylo, tu regardes tout le monde, et là tu cours. Parce que les mecs ils veulent te tuer. Ah bah oui, ils veulent te tuer. Et donc tu pars au Canada et tu dis, je l'ai pas fait l'investissement. Donc Ouais. en fait, tu as ton cash flow. Donc j'arrive ici, j'ai 70 000 balles dans les Ouais, poches. ok. En cash. Mhm. Putain, mais je suis 70 000 balles, tu fais la conversion, gros. Bah, ça fait 110, quelque chose comme ça. Ah mais j'ai vécu mes meilleures vies. Hmm. Alors, si vous avez de l'argent, vous venez ici avec le taux de change à 1,60 et Ouais, quelques, c'est 1,50 aujourd'hui. 1,50 aujourd'hui. Les gars, Ça veut dire que ce qui est moche, c'est que Vous- l'euro a perdu de la valeur. vous venez avec 100 000, vous avez 150 000 de pouvoir d'achat. Hmm. Et il y a pas mal de choses avec 150 000 que tu peux faire. On en reviendra. Donc, je garde l'argent, je viens là, Hmm. je travaille malgré ça, Hmm. parce que je sais très bien que j'avais compris qu'en fait les salaires en France et ici, c'était pas les mêmes, mais que le train de vie non plus. Ouais, donc la C'est-à-dire vie est plus que chère aussi. en France, où quelqu'un va faire entre 18 et 24 000 euros à l'année, Hmm. et c'est un peu le standard, je pense. Bah, 24 000 euros net, ça fait déjà 2 000 euros net par mois. Hein. Bon, entre Bah, c'est déjà. entre 18 et 24 000, on va dire. Oui, C'est non, mais avec oui, les différents, c'est voilà. oui, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, le salaire Ici- moyen, il doit être à 1000. Je sais pas, en fait. je dis Ici, n'importe quoi, 2000, il je faut sais savoir pas. que nous, quand on est arrivé, le salaire moyen québécois, c'était 45 000. Ok. Et que maintenant, on doit être aux alentours de... Net, tu veux dire? Non, brut. On parle toujours en brut. Ok, Au d'accord. Canada, on parle toujours en brut. Ok. Le net n'existe pas. Ok. C'est brut. C'est comme quand tu achètes un steak. Ouais, de toute façon, enfin, C'est tu me diras, 25 $ le steak, En France, c'est plus brut taxes. aussi. Et si tu l'achètes au restaurant, c'est 25 $ le steak, plus taxes, Ça fait chier. plus tips. Le plus taxe, plus type, ça, je peux Et pas, le moi. tips, le tips que tu payes après les taxes. Ça, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. D'accord? Mais au Canada, il y a plein de trucs qui sont, Oui, c'est vrai. Moi, qui sont acquis. et je c'est comme décomposerai ça. d'ailleurs, comme je disais, mon expérience dans un épisode full de ce que Ouais. j'ai vécu en un mois et ce qui ferait que je pourrais ou pas vivre ici, mais là, c'est ton histoire. C'est mon histoire. Alors moi, la mienne, elle est très particulière. Elle est pas le reflet de la globalité des personnes. Il y a des super highlights. Il y a des, Ouais, mais là, c'est intéressant il y a parce des que downsides de fou Toi, aussi. tu as fait un parcours super long Ouais. et tu es arrivé jusqu'à ce que tu voulais faire. Donc, tu as bossé. Là, si on skip au niveau. Mince, donc tu as fait tes 2 ans Alors, quadrillés, J'ai fait, structurés. écoute, j'ai fait Ouais. mes 2 ans quadrillés à 15 $ de l'heure. Ouais, mais là, donc si on pousse, tu as fait un PVT d'1 an, Ouais. et là, c'est les 2 ans de plus. Ouais. Donc là, Mais ce t'es qu'il faut, sur 3 ce qu'il ans. faut comprendre, parce que c'est compliqué le podcast, parce que
Là, j'essaie de ramener un peu de structure parce qu'on est parti dans tous les sens. Un mec comme moi, gros, ça parle en, tu vois. Il y a trop de trucs à dire. Mais les gars, ils ont l'habitude. Moi, je fais n'importe quoi aussi. Mais non, mais moi, je pense, en fait, c'est ça le truc, c'est genre tout le monde est dans le canapé, puis on discute, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je veux pas être un formateur. Non, c'est le but, c'est le but. Donc vraiment, je vais réexpliquer. Je fais 2 ans, visa fermé. Globalement, dans la compagnie, je suis un très bon élément. Je travaille avec le fils du patron. Je suis à Westmont. Est-ce qu'on peut citer les compagnies ou pas? Tu fais ce que tu veux. Je suis chez Briggs. Peut-être un plombier chauffagiste qui écoute, il se dit ah putain cool, je vais pouvoir contacter ou je sais pas. Bah, je suis chez Briggs, ça se passe bien. Il y a des hauts et des bas comme dans toutes les compagnies, mais niveau du salaire, c'est un peu la game de oui, mais vu que t'as pas ta carte de compagnon, parce qu'il y a ça aussi. Ah ouais mec, attends, saute pas trop les étapes. Ouais. Explique justement ça parce que je veux pas que je veux que ce soit très compréhensible pour tout le monde. Ok. Parce que là t'as dit t'as 2 ans. Attends, 2 ans donc de visa fermé. Ouais. Mais là, tu parles d'une carte de compagnon. Ça, tu m'en avais parlé il y a longtemps et là, j'avais oublié cette histoire. En fait, parce que au début, on est parti tellement loin qu'on n'est pas revenu. C'est pour ça que c'est important que ça soit moi qui revienne sur les points. On va faire une ère sur le travail là. Ouais. Vas-y. Travailler dans mon métier ici, ça veut dire être confronté au syndicat. Être confronté au syndicat, ça veut dire que tu as la CCQ et Emploi Québec qui te disent bonjour, pour travailler au Canada dans ton métier, ça te prend des statures. D'accord? Donc, moi, là, je viens là, je justifie mes papiers, 8000 heures de travail, machin, diplôme, ta. Et guess what? Dans mon diplôme, c'est marqué technicien des installations sanitaires et, le « et » est très important, thermique. Donc, les mecs, brain foqué, comment ça? Et thermique. Parce qu'ici, c'est un métier et un autre. D'accord? Donc, toi, tu fais les deux. Donc, ils me mettent dans une zone grise. Ok. Et c'est bizarrement fait, mais peut-être ça a changé maintenant. Hein. Je sais pas, les gars, maintenant, la situation est réglée, mais à l'époque, en tout cas, l'entente France-Québec ne marchait pas. Je vais à la commission scolaire de Montréal, je m'assois avec des formateurs, professeurs de machin et tout, des mecs, des pointures. Je vais voir les plus grands, tu vois, de l'industrie. Je dis, attends, on va essayer. On va essayer quoi? De te faire reconnaître. Ah, de faire voilà. Validation des acquis. Exactement. Okay. Donc pour moi là-dessus, ça a été très long. Et entre-temps, je travaillais. Mais je travaillais avec un statut où sur ma fiche de paye, c'était marqué chargé d'entretien. Ah ouais, en fait, t'étais un homme de ménage, quoi. Un homme de ménage? Enfin, au niveau de la paye, je veux dire. Non, mais attends, un homme de ménage au niveau de la paye et du statut, mais qui travaille quand même. Alors là, par contre, je citerai pas les clients parce que non, c'est pas nécessaire. C'est trop haut. Des mecs du PAF. Attends. Des connus. Attends. Non, mais. Dans des cabanes à genre 10 millions de dollars. Tu t'adresses à des Français. Ouais. Donc quand tu dis du PAF, ce genre tous des termes que peut-être toi sont familiers ici. Ouais. Pour nous, on sait pas ce que ça veut dire. Des gros noms. Des chanteurs, des acteurs, des réalisateurs de films, des mecs qui ont des portefeuilles immobiliers à 500, 600, 700 millions, des milliardaires aussi. Et du coup, tu travailles pour ces gens-là? Ouais. Ok. Donc, je rentre dans des cabanes, les gars. Déjà, tu rentres, t'as Digicode partout. T'as Bentley, Maserati, Porsche, Ferrari dans le bendo, tu vois. Ouais. Mais toi, du coup, t'es pas payé à ta juste valeur? Moi, je suis payé à coup de lance-pierre. Et ça, aujourd'hui, c'est encore d'actualité? Alors, non. Ok. Non, heureusement, aujourd'hui, c'est régularisé. Je suis rentré sur le marché du travail. Ah, donc un mec qui arrive aujourd'hui, il passe pas par ce délire-là, quoi. C'est ça que c'est compliqué. Un mec qui arrive aujourd'hui, dépendamment de son background et dépendamment de comment il va faire pour se faire reconnaître, maintenant c'est simplifié, hein. Eh ben, il va rentrer. Mon pote, par exemple, il est arrivé, il avait ses acquis, il est allé voir le truc, il a donné, son diplôme, c'était juste plomberie, il a été reconnu direct. Du coup, tu penses que c'est parce qu'il y a un certain retard administratif au Canada, au Québec? Bah, en fait, moi, je pense qu'à l'époque, c'était pas au point, tout simplement. Tu sais, il faut te rappeler, j'arrive il y a 11 ans en arrière. Quand j'arrive, on me dit les bassins. Ah oui, il y a ça aussi. Mais moi, tu vas de revenir en arrière, il y a plein de trucs que j'ai oubliés. Quand j'arrive, pour me faire reconnaître, on me dit les bassins sont fermés. Donc en fait, on prend plus les étrangers. D'accord. Donc là, accroche-toi, mec. Et donc il a fallu que je bataille,
que la compagnie fasse des papiers, ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça que j'avais un peu, au niveau de la boîte, un statut implicite. Mais en vrai, je charbonnais dur derrière, tu vois. Et donc, ça a fait quoi? Ça a fait que mon boss, vu qu'il me tenait par les couilles, il a dit, bah, regarde, comme ton statut n'est pas clair, même si tu fais la job, hein, et putain, qu'il fait de la job. Ouais. Ah, Il te payait au minimum, quoi. Payé minimum, et il me vendait, il te vendait cher. 115 plus taxes de l'heure. Ça, c'est fou. Hein. Non, mais attends. Tu t'es fait clairement exploiter. Moi, j'ai un bras dans le cul, hein, je l'ai pas enlevé encore. Non, mais je vous le dis, les gars, honnêtement, je suis désolé d'être aussi cru, puisque, en fait, le manque à gagner sur la paye que j'ai perçue et la vraie valeur marchande que j'aurais dû recevoir versus si j'avais été un Québécois ou un Canadien, accrochez-vous, on parle de 90 000 $. Gardez ça en tête, 90 000 $, c'est le manque à gagner que j'ai eu. Et par année? Ben pour les 2 ans. Pour les 2 ans, ok. Donc 45 000 par année. Ok. Et le 70 000 que j'avais dans mes poches quand je suis arrivé, qui était plus aussi conséquent, parce qu'il a fallu finalement se loger et ainsi de suite. Et nous, quand on est arrivé, pour moi, j'allais être reconnu, gros salaire tout de suite et tout. On avait pris un appart au centre-ville, dans Griffintown, c'était un truc à 1700 $, genre, avec toutes les commodités, tu sais, sauna, spa, hammam, vue de dingue, le rêve américain. Jet setter au début. Ouais, jet setter, tous les jours. Nouvelle sap, resto, boîte de nuit, nightlife de dingue. J'avais 23 ans, je kiffe la musique électro. J'ai travaillé dans le milieu, on y reviendra. J'ai kiffé, mais ça coûte énormément cher. Donc en fait, t'as flambé au début. Donc j'ai flambé au début, mais en fait aussi pour cacher ça, tu vois, mon mal-être, et pour pas montrer aux gens qu'en fait j'étais arrivé là. Et que c'était la galère. Parce que tu parles de la perception des gens en France qui disaient il va se en France et aussi au Canada. Parce ce qu'il faut savoir ici, c'est que j'arrive là, j'ai 23 ans, je suis jeune, j'ai pas l'expérience de vie que j'ai aujourd'hui, et j'arrive dans une société de paraître. Donc moi je vais te parler de ce que c'est la société de paraître. Aujourd'hui, tu as des jeunes qui vont se tuer, qui vont faire 3 métiers pour aller se louer une Bentley, une Porsche, une Maserati le week-end pour sortir leur go dans la boîte de nuit, alors qu'ils vivent dans un taudis, gros. Ouais. C'est classique. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, au début, comme j'avais un peu d'argent et tout, j'en avais conscience, mais tu sais, je tirais ça. Qu'on te voit comme successful. Comme successful. Et moi, j'étais persuadé que ça, c'était une transition. C'était formateur, c'était palliatif, tu vois, même si je l'ai hyper mal vécu, hein, dépression. C'est intéressant d'appuyer sur ces points-là. Dépression. Tous les matins, je me levais j'étais dans le métro, j'avais envie de pleurer. Quand j'allais au travail, je revenais le soir, je pleurais. Ouais. Ma femme, elle me faisait... J'arrivais à la maison, je pleurais. Mais ça, c'est bien de mettre en valeur la vraie facette du truc. Grosse difficulté. De ne pas vendre un rêve. Non. Alors qu'en fait, tu as un peu essayé de vivre le fameux rêve américain au Canada. Et au final, donc, tu avais de l'argent. Si on récap là-dessus, au début, tu te dis, OK, tout va bien se passer. Donc, tu rencontres des galères de monstres en termes de reconversion. Puis encore, j'en skip énormément parce que sinon, le podcast, il fait 5 heures. Et au final, tu montres belle facette avec l'argent que tu dépenses, mais intérieurement, tu es malheureux, tu es au plus bas. Intérieurement, je suis au plus bas parce que je suis un mec qui a toujours bossé pour avoir de l'argent. J'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans. Ouais. J'ai mis énormément de côté, j'ai fait des choix quand même qui étaient intelligents. Ah, je me souviens que moi, quand on s'est connus, moi j'étais en plein de mes études et toi tu bossais déjà. Je bossais déjà, je faisais de la vente de véhicules avec le commerce de mon père. J'ai eu plein de petits trucs annexes à côté, on va pas trop en parler. Rien d'illégal, attention, hein, les gars. Rien d'illégal. Hein. Monsieur, revenons à nos moutons. Rien d'illégal. Mais on va pas tout développer, sinon ça prend une vie. Mais j'ai fait beaucoup de trucs. Je suis quelqu'un qui fait énormément de trucs. Et j'arrive là et donc je suis bloqué en fait. Tu vois, je me dis tous les jours je bosse. Je suis exploité en plus parce que attention, quand je te dis je suis exploité, c'est que j'ai zéro reconnaissance. Ouais, t'avais la haine quoi du coup aussi. Même quand Simon, le gars qui bosse avec moi, c'est un chum, je l'adore. Hein. Franchement. Mais c'est quoi, c'est un Québécois? C'est un Québécois, c'est le fils du patron avec qui je travaillais. On a eu, on va pas rentrer dans les détails, ça a été dur à des moments et tout, il y a eu des clashs, il y a eu des trucs, mais j'en ai toujours voulu parce que quand il parlait des jobs, il disait je. Ah, t'as pas eu la reconnaissance. J'ai pas eu la reconnaissance, mon boss me donnait pas la reconnaissance. Ouais, ça doit faire mal. Bon, mon boss, donc en fait, quand moi, après, au bout de 2 ans, j'ai eu ma résidence permanente. Ok. Donc en fait, j'ai eu le statut qu'on appelle le CSQ. La résidence permanente, tu l'as eu après les 2 ans de visa? Ouais. Parce qu'après 3 ans de vie, tu avais la résidence. En gros, pour avoir ta résidence permanente, c'est plus long que ça. Mais pour qu'elle soit
en processus de demande et de validification, tu vas avoir ce qu'on appelle Validation, je pense que ça suffit. Ouais, bah, tu sais, au Canada et au Québec, Oui, c'est vrai on qu'ils dit changent je de vais peinturer. C'est vrai qu'ils changent de Hein? mot. Bon, ben, les gars, quand t'as compris ça, Tu vas peinturer la maison. tu fais ce que tu veux un peu avec les mots. Non, mais tout ça pour dire que j'en étais où? La résidence permanente. Ouais, résidence permanente. Tu fais ta demande, t'as ton CSQ, ça prend à peu près, allez, entre, je te dirais, 2 à 3 ans, dépendamment de par où Ok. tu passes. Ou tu peux arriver avec déjà ton CSQ parce que tu as fait une demande en France, mais ça fait déjà au moins 1 an ou 2 que tu en demandes, tu as justifié des papiers, des trucs, donc ton dossier il est comme plus ou moins fait déjà. Quand tu as ton CSQ, pour avoir ta réponse de demande de résidence permanente, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans. Ouais. Ça dépend vraiment. Puis nous, tu sais, on a eu une période aussi où ça a été long parce qu'il y a eu le Covid. Donc ça, c'était pour la citoyenneté, on en reviendra après. Ouais. Donc ça a mis vraiment longtemps. Mais donc en gros, voilà, tu as ta résidence permanente, tu as ton CSQ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es reconnu Ok. au niveau du Canada Ok. comme étant un citoyen à part entière, donc un résident, Mais étranger. mais étranger, mais tu n'as pas le droit de voter. Donc tu Ok. as tous les droits. Ok. Social. T'as juste pas le droit de vote. T'as pas le droit de vote. C'est tout? C'est tout. Ok. Par contre, tu te coupes une jambe, dans le cadre de ton boulot, machin truc, t'es pris en compte, ils t'opèrent, c'est fait. Tu payes rien. C'est comme en France. Ok. Attention, faut pas croire que c'est un pays qui est arriéré, hein, loin de ça. Hein. Attention. Hein. Parce que les mecs se disent, ouais, États-Unis, Canada, c'est pas du tout pareil. Hein. Aux États-Unis, t'arrives, ils te demandent ta carte bleue et après ils te donnent le médecin. Ici, regarde ce que t'as. La carte bleue, c'est l'État, tu vois. Donc, tu vas être pris en C'est charge. pas comme les US. C'est pas comme les US du tout. Ok. Et donc, dès que j'ai eu ma résidence permanente, je suis allé voir mon boss, gentiment, puis je lui ai dit endgame. J'ai enlevé la disquette, hop, et je suis parti. Et là je Mais du coup, là, il n'y a pas le chômage. Alors, moi, j'ai peut-être eu parce que je m'étais arrangé avec lui pour faire un départ à l'amiable pour avoir le chômage. Ok, donc ça existe. Ouais, ça existe. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tu bosses 10 ans, le chômage, tu l'as 8 mois. Ok. C'est pas la France, les gars. C'est pas... mais ce qui est, je trouve, un peu mieux, dans le sens où ça te pousse à l'effort aussi. Oui, bien sûr. J'ai 2 ans de chômage. Après, moi, pour moi, c'était clair. C'est clair que j'avais pas resté 8 mois comme ça, tu vois. Donc, je reste quelques mois au chômage quand même parce que je me pose la question avec ma conjointe, on se pose la question, on se dit... Puis là, je ne vais pas parler d'expérience de ma conjointe, tu vois, elle n'est pas là, je ne vais pas parler pour elle. Mais elle aussi a eu plein de péripéties similaires, genre pas payé à sa juste valeur, exploité, tu vois, couteau suisse. Ok, donc ça, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte, vraiment. Si tu viens là, faut que tu sois prêt. Si mentalement, tu n'es pas prêt... Ok. Tu pars, comme la majorité des personnes d'ailleurs, hein. Je m'excuse. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui repartent. Plein. Ok. Plein. Et qui partent, d'après toi, ou ceux que tu as connus, pour quelles raisons principalement? Eh ben, le boulot. Ok. Généralement, c'est le boulot. Soit ils n'arrivent pas à fitter dans leur milieu de travail, soit ils sont pas payés à leur juste valeur, ils font moins d'argent qu'en France. Ok. Ça, j'ai une pote, ça y est arrivé avec son mec, Julien du Nord, qui était venu au KLM ici et tout. Lui, il voulait monter sa boîte et tout, c'était sûr et tout. Et vu qu'ils sont mariés et tout, sa femme m'a dit, mais moi, je suis designer, ingénieur, et là, j'ai moins d'argent qu'en France, ça marche pas. Je fais 3 boulots pour, tu vois. Ok. Donc, il est reparti. Donc, c'est pas l'Eldorado. Donc, c'est pas l'Eldorado. Ça ne l'est plus. Ça l'a été il y a 20 ans. Ok. Nous, quand on est arrivé à 10 ans en arrière, on a eu on l'a aperçu. On pouvait quasiment le toucher. Et on aurait même pu le toucher si les personnes moi ça c'est encore autre chose, mais si les personnes qui nous avaient parlé à l'époque avaient tenu leur promesse, on aurait pu toucher, mec. On serait loin, là. On serait Apollo 13. Très loin. Mais aujourd'hui, on n'est pas loin, on est là. Tu vois. Et en fait, en quelque sorte, on est déjà loin par rapport à pas mal de gens, vu qu'on a vécu une immigration. On s'est ouvert d'esprit. T'as réussi à passer les plus grosses galères, tu veux dire? Ouais. T'as passé, parce qu'il y en a qui s'arrêtent à certaines galères, qui disent ok, je lâche l'affaire là, je rentre. Franchement, mec, ça vaut pas le coup. j'ai frappé des murs, mais c'est des barrages, quoi. Parce qu'attends, là, t'as quand même énormément de down, en fait. Quand tu compares la balance up and down, là, que t'as beaucoup de downside, comment on appelle ça, d'inconvénients. D'inconvénients, Qu'est-ce qui fait que tu restes? Le mental. Ah, mais pourquoi? Quel est le but? Alors, le but... c'est vrai qu'on pourrait la refaire, cette interview, en ayant une ligne directrice. Non, mais c'est très bien.
Le but, moi, j'arrive là et je me dis, whatever what, je pars pas tant que je suis pas canadien. Donc tu voulais la Le visa. citoyenneté, Le visa. Pourquoi? Parce le que, passeport. voilà, Mm. à l'époque, j'ai 23 ans, je quitte la France, Mm. j'ai connu beaucoup de galères. On va dire de galères reliées à mon tempérament, à ma philosophie, à tout ça, on va dire. T'es un élève turbulent. Ouais, pas que. Un génie en quelque sorte. Aussi d'avoir Un génie incompris. compris qu'il fallait se barrer au bon moment, tu vois. Et je dis en fait, si demain j'ai des enfants, je veux leur donner une possibilité. Je veux leur donner une option 1 et une option 2. Ouais. L'option 1 qui est, il y a la France, pays de dingue. Mm. Quand même, c'est un pays de dingue, on va pas se mentir. Un bon pays, tu veux dire. Ouais. Ouais. De dingue dans le sens, c'est très bien de vivre en France. Ouais. Je veux dire, les mecs qui se plaignent en France, Oui, non, la France est loin d'être pire. venez à l'extérieur, faites 2-3 ans, vous allez revenir, les gars, Là, c'est ouais. gratin. Hein. Et la possibilité de vivre une expérience américaine, nord-américaine. Ok. Tu vois, genre les films, Hollywood, machin, truc, t'es pas loin. Mhm. Tu vois. Et Montréal, pour ça aussi, ça fait rêver parce que c'est quand même une ville qui ressemble pas aux autres villes. Ouais, c'est très américanisé. Très américanisé. Et puis, il y a des grosses études ici. T'as ETS, t'as McGill College, t'as vraiment des tremplins où les mecs ils peuvent aller aux États, ils peuvent aller bosser partout, tu vois. Et puis, c'est le Mexing Pot, t'as 192 nations. Quasiment pas de racisme. Il y en a un peu. Mais je veux dire, c'est pas comme certains pays qu'on connaît où une couleur de peau te catégorise tout de suite dans un. C'est plus ouvert. Méga plus ouvert. Acceptant. Méga ouvert. Méga ouvert sur plein de trucs. Après, peut-être trop ouvert à mon goût sur certaines choses. Mais ça, c'est plus moi qui ai de la misère à comprendre des fois certains trucs, mais bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, voilà, pour moi, c'était clair. Il fallait que demain, si j'ai des enfants, je puisse leur dire, ben, il y a la France, la famille, tout ça et tout, tu vois. Et il y a aussi le Canada. Et donc, ben, il faut réussir un peu au Canada quand même, parce que la citoyenneté, ça suffit pas. Parce que demain, si tes gamins, ils viennent là, ben, il faut que tu aies un bien, il faut que tu aies quelque chose. Ouais. Tu vas pas payer 3000 balles des études, plus 3000 balles de logement. Donc, dans ma tête, ce qui m'a permis de tenir, c'est de me dire, tu pars pas tant que t'as pas un des deux. Ok. Donc tu visais soit j'achète un bien immobilier, soit je veux le passeport. Exactement. Après, pour moi, quand je suis venu là, dans ma tête, c'était clair. Je bossais 2 ans, je sortais de la merde, et après, j'accumulais les millions. Ouais, c'est-à-dire tu disais, c'est that's fun, c'est cool. Après, moi, c'était, j'achète un bloc, je le rénove, je le revends. J'achète un bloc, je le rénove, je le revends. J'achète un bloc, je le rénove, je le revends. Dans 10 ans, je suis multimillionnaire. Et si je l'avais fait... C'était ta vision. Ouais, et si je l'avais fait, mec, ça avait marché. Aujourd'hui, je sais pas, j'aurais peut-être... Ouais, mais mais c'est bien d'avoir une vision, parce que même si tu dérives, parce que forcément tu vises une vision qui est l'idéal, vaut mieux essayer de s'en rapprocher que de pas avoir de vision et d'avancer à l'aveugle. Et donc en fait, quand j'étais en dépression totale et tout, bah, heureusement qu'il y a ma femme, tu vois. Après, c'est même cette période-là, on en a pas trop parlé, hein. J'ai quand même été un peu pudique là-dessus, parce que... C'est ok, mec, hein, tu dis que ce que tu as envie de dire. Après, je partais du principe que ce qui reste au Canada, tu vois, quand je venais en France, c'était dans un cadre... Ah ouais, je veux dire, tu rentres en France, tu parlais pas de tout ça, quoi. Ben, tu le savais un peu, mais clairement, je rentrais pas dans le deep. Mais ouais, j'ai fait des grosses dépressions. Ouais. Mais je me suis soigné tout seul, tu vois. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il a fallu que je me dise, bon, t'as perdu énormément d'argent, c'est la vérité. Ouais. T'as donné énormément d'énergie. Ouais, mais t'as tenté un truc de ouf. Et en fait, j'arrivais à la conclusion où c'est comme si j'avais payé une formation de vie. Ouais, c'est un peu ça. Et là, c'est bon. Je suis en accord avec ça. Oui, mais c'est pas de l'argent comme si on te l'avait hacké ou quoi, c'est que t'en as fait l'usage que tu jugé être le plus nécessaire. Exactement. Donc voilà. Une fois que ça a été clair dans ma tête, j'ai repris le boulot. Et donc j'ai dit, je retourne plus en plomberie, c'est fini. Puisque les mecs, ils me payent pas ma juste valeur. Donc je monte une boîte je monte une boîte, c'est un grand... tu te testes à l'entrepreneuriat. Je me teste à l'entrepreneuriat, mais tu sais, c'est dans l'événementiel en fait. J'ai parti ma propre compagnie, mais en autosuffisance avec juste moi. Tu faisais de l'événementiel? Oui, j'ai fait de l'événementiel pendant 4 ans et demi. Ok. Donc je pars en événementiel et là, je pars de là et je fais différents trucs. Ah oui, putain, je me souviens, t'as même bossé en boîte de nuit. Ça, c'était bien avant. Ah, ça, c'était avant. J'étais chef des Boss Boys au Carré VIP au New City Gaz. Ok. Ça, les gars, les meilleures années. Donc en vrai,
J'essaie de ramener. C'est vrai que Ouais, non, non, on a fait péter toute la ligne de structure. La structure, c'est n'importe quoi. Et je pense à la fin, on fera un résumé pour pas perdre les gens. Pour pas perdre les gens. Genre, qu'est-ce que ça prend pour immigrer au Canada? Où je serais plus concis parce que là, comme je t'ai dit, on a peut-être fait 10% de ce que j'ai vécu. Et il y a trop de trucs. Mais oui, j'étais chef des Boss Boys au Carré VIP à Montréal, dans la plus grosse boîte de nuit de Montréal. Et j'avais des clients comme les PDG d'Enkane, j'avais les Hells Angels. Ouais, je sais, tu m'avais dit cool. ça. Ouais. Mais ça, c'était un job avant de reprendre la plomberie? Ça, c'était avant de reprendre la plomberie. Ouais. C'était même avant la fin du PVT. Donc ça, c'était en PVT. Voilà. Quand tu faisais un peu des petits jobs à droite. Ben en fait, moi, le milieu de la nuit, ça me parlait de ouf. Ouais. Toi, à l'époque, t'as vu, c'était grosse soirée, machin. Ouais. Moi, j'allais en boîte, je bossais, j'avais Skrillex, j'avais Guetta, j'avais Marcus Schultz, mec, j'avais des gars, on faisait backstage, laisse tomber. Tu rentrais, le cerveau, tu le posais à l'entrée. Et quand tu ressors, bah, t'as peut-être pris le cerveau d'un autre, tu vois. Un malade. Ouais, mais Hells, man. Hells, c'était fou, c'était fou, c'était fou. Et moi, je voulais rester dans ce milieu-là. Ouais. Je voulais organiser des bails, je voulais faire venir des mecs VIP, tu vois, je voulais créer vraiment, tu sais, Ouais. loin. Je voulais... En fait, la plomberie, c'était plutôt le moyen de payer les factures. La plomberie, c'était après. C'est-à-dire qu'à ce moment-là. Oui, mais enfin, je veux dire, le fait d'y être retourné, c'est que tu te dis à un moment, il faut que. Ouais, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas me faire de visa. Ouais, ok. Donc, comme ils ne pouvaient pas me faire de visa, moi, j'avais pas de possibilité d'évolution. Donc, plomberie. Ok. Parce que quand tu arrives à la fin, il te reste 2 mois. T'as Et pas qu'à le choix. l'état, tu dois leur dire j'ai un employeur. Plomberie. Parce que qu'est-ce qu'il sait faire, le gars, dans la vie? À part parler, faire des bails, faire des trucs, avoir plein d'idées. Sur papier, il est plombier chauffagiste. Ouais. Boum, fini. Du coup, c'est ce qui t'a un C'est la peu sécurité. sauvé, quoi. Ouais. Ce qui m'a sauvé, et c'est en même temps ce qui m'a énormément frustré. Ouais, évidemment, parce que tu voulais pas y être, mais c'est. Je voulais pas y être. Ouais. Donc, c'est un peu une relation sado, tu vois, genre. Ouais, je suis là parce que j'ai pas le choix. Tu vois, parce que j'ai pas le choix, et en même temps, je kiffe ça parce que T'es bon. je suis bon dans ce que je fais. Ouais. Et je continue d'apprendre aussi, surtout. Ouais. Je continue d'apprendre. Parce que donc là, cette boîte cette compagnie m'a appris énormément. Ouais. Travailler avec Simon, ça a été très formateur parce que j'ai vraiment pu complémenter mon expérience dans mon donc là, milieu. si on récap en termes de job, donc tu as fait ça, tu as fait tes 2 ans de visa fermé. Ensuite, après ces 2 ans-là, tu pars 4 ans en événementiel. Je pars 4 ans et demi en événementiel. Donc, il faut savoir que. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu dois retourner encore en plomberie? Alors, je vais t'expliquer. Vas-y. On est en événementiel. Je fais des projets, c'est sympa. Tu vois, il y a le Cirque du Soleil, je travaille pour Happening, on fait différents trucs. À côté aussi, j'avais d'autres choses. Et là, je décroche un putain de contrat, mec, chez DX. C'est quoi? Une compagnie d'événementiel à Montréal. Ok. Et les mecs, ils ont que des gros clients comme Bell Industries. Alors Bell, il faut savoir, c'est ceux qui ont les lignes téléphoniques dans tout le Canada et tout. C'est une grosse multinationale. Et donc, c'est une grosse compagnie. On devait faire des événements pour eux et tout. Et le mec, donc, je vois le passer le post sur Internet. Je dis, j'y vais. Ok. Je m'assois. Donc, le PDG, il est là. C'est un mec qui pèse lourd, tu vois. Elle me dit, bah, tu sais faire quoi? Et là, j'énonce. J'étais plombier, j'étais machin, j'ai fait de la gestion, nanana. Et en fait, je lui montre donc ça. Là, en fait, tu te revends, quoi. Je me revends et je lui fais un package, genre, un package schématique. Un package schématique de voici mes différentes fonctions. Ouais. Genre, je suis un couteau suisse, mec. Voici mes fonctions. Ok. Je peux gérer des équipes. Je peux savoir faire la job. Je peux penser à l'événement. Je peux planifier un truc. Je peux faire du R&D. Et je lui explique ça. Et le gars, donc, il me dit ouais, bah, en fait, le job, il n'est pas pour toi, mais j'en ai un autre. Ok. Je tends l'oreille. Je dis, dis-moi. C'est quand même ouf, cette histoire d'opportunité, parce qu'au final, tu y vas pour un certain truc, le mec te propose autre chose mais qui colle mieux ma femme, avec c'est la pareil. manière dont tu t'es vendu. Ouais, ma femme, c'est pareil. Elle y va. Elle est clairement trop formée pour le poste de base. Ouais. Elle discute un peu. Elle pose le schéma. Et les mecs, ils leur disent toi, on va te proposer autre chose. Tu vois. Et donc, te vendre comme ça, c'est le kiff. Parce que quand c'est plus toi qui est en mode je me vends, mais c'est le patron qui veut t'acheter. Ouais. Tu vois? Ah, la lumière, elle est trop. Non, c'est moi. Je suis un mongol, j'avais mal réglé le filtre solaire que j'avais sur la cam, mais c'est pas grave. Du coup, c'est trop foncé? Ah, non, il y aura un ajustement, mais t'inquiète. Ok. Donc, du coup, c'est ça. Donc, le mec, il est full. Il veut trop savoir. Et là, moi, je m'en joue. Mais je m'en joue à un tel point qu'il me redit attends, tu sais faire ça? Je dis oui. Tu sais faire ça? Oui. On n'arrive pas à trouver des gars qui font ça.
Et le mec, il me dit, regarde, il me dit 85 000 $ annuels. Donc déjà là, moi j'ai le smile jusqu'aux oreilles, je suis mort de rire, puisque c'est le double de ce que je faisais avant en bossant pour moi dans l'événementiel, tu vois. Parce qu'attention, c'est demandant l'événementiel, et puis c'est vraiment, c'est contractuel, tu vois. Bien sûr. Il me dit, job fixe, tous les jours, tac, 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 de ta, 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 ta. On a tellement d'événements sur l'année, voiture de fonction. Il me dit, t'es en costard cravate, attaché caisse. Je dis, attends, moi j'ai pas l'habitude, gros. Hein. Il me dit, non, mais t'inquiète. Je dis, ok. Il me dit, t'as un iPad. Je dis, ok. Et il me dit, en fait, tu fais le relationnel. Donc en fait, tu gères les événements. Donc t'as chef d'équipe, les événements, t'as les équipes, t'as tout le monde qui sont en train de monter les événements. Toi, t'arrives et tu gères l'événement global. C'est-à-dire que tu dis au chef d'équipe, faites ça, faites ci, faites mi, ta 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 ta. Le client vient, tu gères le client par rapport à l'événement, tu le mets bien, ta ta ta, tu fais tous les ads et tout. Et en fait, t'es un peu mon second, tu me fais remonter l'information. Donc en fait, toi, tu gères tout de A à Z. Et vraiment, si ça chie, la dernière personne que tu vas voir, c'est moi, genre. Ou la première, parce qu'il n'y en a pas en dessous. Ok. Moi, super chaud. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Je dis, l'opportunité de ma life, c'est trop bien. On commence à faire les papiers, machin et tout. Covid arrive. Non, ça t'a fait louper l'opportunité? Covid arrive. Événementiel. Ah bah Lockdown, forcément. je perds ma compagnie. Ouais. Je perds tous mes revenus. Je perds le contrat. Et là, on est lockdown. Et donc, Covid Day One, c'est le... Je tombe dans le vide et il n'y a rien en dessous. Ah, j'avoue, c'est chaud. Il faut savoir qu'à l'époque, on a une location quand même à 1000... je crois que c'était 1250 balles plus les à côté et tout. Genre, il fallait sortir 1500 balles par mois. Il n'y a plus d'argent qui rentre. Putain. Ma conjointe, elle perd à moitié sa job, puisqu'elle est actrice aussi à côté, en plus de son travail. Du spectacle, ouais. Bah, elle est actrice. Elle est UDA. Ici, elle a un statut UDA. Ça veut dire qu'elle fait partie de la confrérie des unions des artistes au Québec. Lockdown, bam. Tous les contrats, il n'y a plus de contrats, il n'y a plus rien. Shutdown, il n'y a plus d'argent qui rentre. On fait quoi? Ah putain, c'est ouf, hein. Et là, le Canada, pays de dingue, les gars, pays de dingue, dit on va financer les gens qui ont perdu leur job à cause du Covid. Donc on a une aide de l'État qui nous permet de nous alimenter et de payer notre logement. Ouais. Tu vois. Et donc à partir de là, on prend un petit peu de temps pour nous, pour savoir ce qu'on fait. Ouais. Est-ce qu'on rentre en France? Et c'est terminé, c'est endgame. Ah, donc là, vous y pensiez. Il y a une pandémie mondiale. Les mecs, c'est lockdown, on est tous en PLS. Ouais. Pourquoi je vais aller crever dans un pays où j'ai le choix d'aller crever avec ma famille, tu vois? En gros, non mais. Oui, je comprends. T'as compris. Au début, c'était vraiment ça. Au début, on en discute et je dis non. Je dis non. Je mets pas à la poubelle tout ça. Pour une pandémie mondiale, qu'on sait pas ce que c'est, blablabla. Et donc je hold de ouf. Et donc je reste à la maison. Je fais des WhatsApp tous les jours avec mes parents. Alors bien sûr, hein, tous les jours tu flippes, tu dis putain, au début tu sais pas, machin, un truc et tout. Il y a 3-4 semaines qui s'écoulent, je dis je vais acheter une machine à coudre. Donc je pars en running shoes, mec, parce qu'il n'y a plus de métro, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus de bagnole, il n'y a plus rien. Je pars un peu dans les interdits, machin et tout. Je vais à Chabanel, dans les vieilles usines là-bas, j'achète une machine à coudre industrielle, je repars sur le bras, je fais 2h30 de route et tout, j'arrive là, je suis éclaté. Ma conjointe, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je vais monter une compagnie dans le textile. Et il me dit, mais t'es niqué. Non, mais c'est ouf, hein. Mais je dis, ouais, je suis niqué. Et je profite. Et donc de là, première machine à coudre, je commence à faire des trucs. Et donc à l'époque, je suis en coloc avec un pilote d'hélicoptère. Et le mec, il faut savoir qu'il y a tous les jours à la maison, il rentre, parce que lui, il va travailler, parce que les riches, ça n'existe pas le Covid. Ouais. Donc tous les jours, il véhicule des riches aux États aériens. Cockpit d'hélicoptère, gros, t'es plus serré que là. Hein. Ouais. Et l'autre, moi je dis, mais attends, mec, tous les jours, il me ramène le Covid à la maison, bâtard. Alors, je dis le bâtard, c'est pas un bâtard. Ah, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais t'as raison. C'est pas un bâtard, mais je dis bâtard dans le sens, la situation fait que. Bien sûr, la situation fait que. Et donc on discute. Et je dis, je vais faire des masques pour aider les gens. Il me dit, ah bon? Et donc là, je pars en R&D. Et il me dit, mais moi, à la base, c'était des masques pour lui, tu vois. Il avait un helmet qui mettait tout ça. Donc, il a fallu que je développe un masque, que la technologie faisait que
la gestion de la moisture soit L'humidité. l'humidité soit optimisée, qu'ils puissent respirer en même temps, que ça soit facile à enlever et à mettre, que ça tienne, mais que ça filtre assez et tout, tu vois. Et donc, je fais mes premières ventes comme ça, au sein de Heliport Tremblant. Ok. C'est lui qui me les vend. Et les mecs sont trop free, genre, putain, trop bien, mec. Et C'est tout, vrai, mais machin. c'est ouf. Là, ça me fait sourire parce que tu m'en as envoyé en plus des masques comme Ouais. ça et c'était incroyable. Tu Ouais. te dis, enfin, ce que tu as en savoir-faire dans les mains, que enfin, tu t'es autodidacté à partir de bouts de tissu, tu as créé des trucs comme ça m'a hyper impressionné. Alors après, là, on skip tout le processus de développement des masques parce que je vais pas vous parler de ça, mais il faut savoir que c'est un masque technique qui globalisait, on va dire, 100% quasiment de qu'est-ce que tu avais besoin pour Ouais, ils étaient cool, la hein. protection. Après, on va pas rentrer dans le débat où un micron, machin, mes couilles, Covid, ça passait, ça passait. Par contre, au lieu de te mettre un N95, morceau de tissu sur la face ou tu vois un truc fait par à la Welligen là, tu vois, t'avais quand même un tissu qui gérait. Oui, puis un masque, tu pouvais réutiliser. Tu pouvais utiliser, tu pouvais laver. Lavable, ouais. Il y avait un système où il moulait vraiment le visage parce qu'il y avait j'avais mis du métal en acier inoxydable, les gars, parce que quand tu le laves, faut pas que ça rouille. Eh ouais, tu vois. Ouais. J'étais allé chercher des matériaux à l'armée aussi pour les attaches et tout, qui Ouais, tiraient je pas me les souviens. cheveux et tout. Non, c'était vraiment un truc, c'était fait pour tout le monde. Non, c'est hyper bien pensé. Ouais. Et hypoallergénique. Mm. Et j'avais énormément d'asthmatiques qui me les achetaient parce qu'ils me disaient, putain, c'est le seul masque sur le marché avec lequel tu peux travailler une journée effectif sans avoir l'impression de suffoquer, tu vois. Donc j'étais assez fier dans le sens parce que j'ai pu aider. Après, j'ai pas marketé ça en mode on part, on fait des trucs de dingue. Je prends 3-4 bails, je les mets à la maison en coup. En vrai, je pense qu'en termes de timing, ça aurait été compliqué parce que déjà, tu sais pas quand ça va s'arrêter. Ouais, non, c'est clair. Donc, tu sais pas quand la demande va se stopper du jour au lendemain. Ouais. Et puis, tu avais un processus artisanal où tu faisais, toi, les masques à la main. Ouais, ouais. Donc, ouais, la main, ça ouais, se comptait, c'était à peu près entre. Bah, allez, on va être honnête. Au début, c'était 2 heures. Ouais, faire un masque, t'imagines. Et puis après, C'est pas scalable. après c'était 34 minutes. Mm. Donc c'est là aussi tu vois que t'évolues, tu te dis ah ouais c'est bien et tout. Mais j'en ai vendu pas mal, hein. J'en ai vendu pas je me mal. souviens, tu les vendais sur Etsy. J'en ai vendu pas mal. Il faut savoir qu'au début, j'avais pas trop fait de tunnel de vente, j'avais pas trop marketé ça. C'était en bouche à oreille. Genre je les faisais 25 balles. C'était pas du tout rentable. Hein. Le masque il me coûtait genre 13 balles à produire. Plus le temps, 2 heures de travail derrière. Je les vendais 25 balles. Mais c'était plus pour tu vas travailler. Tu fais partie de ceux qui ont pas eu l'aide, machin, t'es obligé d'aller travailler tous les jours, tu confrontes le bail, bah, prends-le. Ah, t'as développé un skill et non, c'est super bien ce que t'as fait. Ouais. Et donc après, bah, j'ai vraiment développé. Après, les masques étaient à 54 $. 54 $, je les vendais encore. Ouais. Alors là, je les vendais plus au Québec parce que c'était trop cher pour le marché québécois. Je les vendais en Suisse, je les vendais énormément aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais. Aux États-Unis, les Suisses, ils me les prenaient par 4-5. C'est fou ça. Il y avait des mecs en Australie, Japon. Parce que comme ils étaient un peu techwear, mes masques, le design un peu techwear et tout, c'est très tactical wear industrie. Ouais, je me souviens. Oh les gars, Tokyo, ça pleuvait. C'est ouf en vrai. Les masques à Tokyo. Les gars, c'était là. Les mecs, ils venaient chez moi. Ils venaient voir le studio parce qu'il faut savoir que de la première machine, après, je suis passé à une deuxième, une troisième. Après, j'ai réhabilité l'appartement. Donc, le salon, c'est devenu un studio. Ouais. Là, en fait, avec l'argent des masques, j'ai réinvesti dans la compagnie pour développer et breveter des nouveaux assemblages pour faire des sacs à dos. Des sacs à dos, ouais. Parce qu'à la base, moi, je voulais monter un brand de sacs à dos, d'accessoires, de pack un peu molly system, tu vois, comme les gilets de l'armée et tout, tu vois. Et donc, j'ai fait ça. Puisque quand je suis allé voir des compagnies pour faire les prototypes et tout, les mecs ils disaient, bah, on peut commencer à 50 000 $ pour faire un proto et tout. J'étais comme, mais gros, 50 000 balles, ce que tu me proposes là, je l'ai déjà fait. Moi, elle me dit, bah, le stade d'après, c'est beaucoup plus cher. Hein. La R&D avec de la technologie à l'intérieur, des trucs comme ça, il me dit, il faut compter 220 000 $. Ouais, donc faut être une grosse compagnie pour créer ce genre de truc, quoi. Et donc, je m'aperçois très vite qu'en fait, c'est game over. Mais je me dis, pas tant. Je dis, je vais quand même tout développer, ce qui est le design et tout. Et donc là, on parle bien du temps où tu pouvais pas bosser. On peut pas bosser, on est lockdown. Donc en fait, au lieu d'aller boire des bières dans le parc comme les autres, parce qu'ici on n'a pas eu lockdown comme en France. C'est-à-dire qu'on pouvait aller dehors. Les masques, au début, on n'avait pas besoin à l'extérieur. C'est venu 2 ans après, tu vois. Donc on
on faisait hyper attention, mais la réalité, c'est que j'étais à la maison, je charbonnais 15 heures par jour pour sortir MSK. Et donc là, on skip tout le Covid, machin et tout. Et donc, l'activité reprend. Covid élevé, voilà, les normes sanitaires, les passes, les machins, ta. Moi, j'ai fini de développer mes sacs à dos et tout. J'ai fait une collection avec 7 sacs à dos et accessoires. J'ai shooté. J'ai pas marketé, j'ai pas rendu ça officiel et je suis pas allé au bout du projet. Il est dans la chambre à côté, le projet. Puisque mon vrai projet de base, c'était d'acheter un bien immobilier. Ouais. Donc là, plan de match. Tu dois retourner bosser. Je dois retourner bosser. Ouais. Qu'est-ce que je sais faire? Plein de choses en vrai, plein de choses. Qu'est-ce qui paye? Et du coup, voilà. Qu'est-ce qui paye? Plomberie chauffagiste. Plomberie chauffagiste. Ok. J'appelle une boîte de plomberie qui est à côté de chez moi. Il me dit, ouais, mais tu bossais où avant? J'étais chez Briggs. Ok, viens nous voir demain à 7h. J'arrive, je m'assois comme là, au calme. Tu te revends. Je me revends même pas. Il me dit, tu travaillais avec. Bon, je dis pas les noms. Ils sont appelés du coup. Je dis pas les noms et tout. Il me dit, tu travaillais avec un tel. Ouais. Ok. Il me dit, et sinon, tu peux attaquer quand? Bah maintenant. Les mecs, ils m'ont jamais demandé un diplôme. Rien. Hein. Ça, j'adore. Ça, j'aime bien. Tu sais, ça me fait penser vraiment. C'est la trust line, mec. C'est la trust line. Mais attention, ça veut dire que s'il y a une boîte que t'es parti, que tu t'entends pas avec, qui veut te descendre et ils appellent pour savoir. Ouais. Les recommandations, en fait, elles sont vraiment. La recommandation, elle bypass ton diplôme, elle bypass qui t'es. Donc, faire très attention aux recommandations, toujours travailler ton relationnel. J'ai l'impression qu'en France, c'est pas du tout le cas. Non. En France, c'est le diplôme. Ouais. C'est le diplôme ou est-ce que tu es fils de? On va pas se mentir, les gars. Attendez. Piston, c'est réel. On va pas se mentir. Ici aussi un peu. Mais quand même, t'arrives, t'as une recommandation, le mec, il travaillait chez un tel. Combien de temps? Ah ouais? Avec qui? Ah ouais? On le veut. On le veut. Et moi, je me souviens même, je leur dis, bon, je suis honnête avec vous, ça fait 5 ans que j'ai pas taffé en plomberie. Ouais, du coup, forcément. Ouais. Du coup, je suis un peu aussi conscient de la situation où je sais qu'il va falloir que je refasse des petits ajustements. Où je peux pas non plus me vendre comme étant un cador de la plomberie alors que, tu vois. La boîte où tu bosses aujourd'hui, c'est cette boîte-là? C'est la même. Ok. La même. Et donc, du coup, je leur dis comme ça, je leur dis, regardez, on va pas tourner les coins ronds, donc ça c'est une expression ici. Tourne par les coins ronds, ça veut dire on va directement aller faire le truc, à l'essentiel et faire le truc correctement, surtout. Je leur dis, le marché de l'emploi pour un mec comme moi, c'est 45 pièces de l'heure. On est d'accord? Ok, ça on est d'accord. Moi, pendant 1 mois, je vous fais à 34$. Donc, je leur fais une offre marketing, les mecs. C'est dingue. Hein. J'aime beaucoup cet aspect-là parce que c'est inimaginable en France. Ouais. Je leur dis, vous avez de la chance, je suis là, parce que c'est ça le discours. Offre promotionnelle pendant 1 mois, parce que ça me couvre aussi. Mais attends, en fait, ça me couvre aussi derrière, tu vois. Employé, parce que là, je suis en train de faire le parallèle avec, parce que en France, si tu étais amené à faire quelque chose comme ça vers une offre, c'est que tu te vends en tant que freelance. En disant, je vous fais moins cher le premier mois ou autre. Est-ce que là, du coup, dans la plomberie, tu es freelance? Je vais t'expliquer. En fait, au Canada, CDI et CDD, ça n'existe pas. Voilà, ça c'est important de le préciser. Pardon les gars. Faut que tu comprennes, il n'y a pas de CDI, il n'y a pas de CDD. Tu vas pas faire péter la bouteille de champagne quand l'employeur va te faire un CDI, ça n'existera pas. Donc même si tu as fait 15 ans de boîte, demain ton employeur il dit on t'aime vraiment bien, mais ton poste il n'existe plus. Au revoir. Boum. 2 semaines de préavis, tu prends tes trucs et tu te casses. T'as compris? Et que moi là, ça fait 3 ans que je bosse dans la boîte, j'ai pas de contrat. Ok. Pas de contrat. Mais bon, ça te demande d'être bon. Je préfère, même si c'est précaire, je préfère ce système-là. Parce qu'à l'inverse, quand tu as ton CDI, il y en a qui s'assoient et qui disent tranquille, j'ai mon CDI, maintenant on peut pas me virer. Voilà. Mais du coup, si t'es inefficace et que tu fais perdre de l'argent à la boîte comme ça, on peut pas te virer, c'est quand même une hérésie. C'est une hérésie. Alors après, si tu veux, demain tu perds ton boulot au Canada. Je suis là comme ça, je dis ouais Quentin, bon, j'ai perdu mon boulot. Ouais. Je suis pas en dépression. Tu pars en dépression? Je suis pas en dépression. Ah, t'es pas en dépression. Demain, je fais ça. T'en as un autre. C'est une autre boîte. Ouais. T'as compris? Ouais. Turnover, mec. Ouais, c'est aussi ce qui fait, qu'il y a énormément de gens qui viennent de l'étranger au Canada et surtout à Montréal, parce que voilà, machin, des grandes villes, Toronto et tout. Turnover dans les boîtes. Dans le CV, je suis allé là. Move on, je retourne en boîte. Regardez les gars. On met combien sur le CDI? 75 000?
Mais c'est ça. C'est trop C'est marrant. un tremplin. Et moi, en vrai, surtout dans mon métier en plomberie, t'as énormément de gens qui ne sont pas bons. Je Ouais. m'excuse, c'est la Ouais. vérité. Uh-huh. Qui n'ont pas l'expérience que j'ai aussi. Ça, faut être humble, il faut savoir le reconnaître. Mm. Et donc, la vérité, c'est que demain, je toque à la porte, knock knock, bonjour, tac, boum, travail direct. Ouais. Mais bon, là, comme ça faisait 5 ans que j'avais pas bossé, je vais voir les mecs, je leur dis salut, je suis là, tout se passe bien. Vous avez un bon élément qui se présente à vous, c'est cool, tu vois, Ouais. pour une boîte. Il y a des très bonnes références aussi. Je remonte 2-3 photos quand même, tu vois. De Les ce mecs que qui t'as voient, fait, ouais. voilà, les mecs ils disent putain c'est carré. Et je leur dis moi vu que je vous dis ça, mais ça fait 5 ans que je n'ai pas bossé, ça se peut que je sois plus aussi bon qu'avant, tu vois. Ouais. J'en ai Donc ai je me conscience. brade au début. Donc 34 balles de l'heure. Ouais. Je rentre à la maison, trop content. Mm. Putain, boulot, sortie de Covid, tu sais, c'était lockdown pendant 2 ans et demi. Mais je quitte MSK, qui est un projet sur lequel j'adorais travailler, mais qui Donc générait pas d'argent. MSK, c'est les masques. Non, MSK, oui, c'est les masques, Et les sacs. mais c'est surtout les sacs. Ouais, il faut préciser parce que t'as Ouais. pas dit MSK jusqu'à présent. Si, j'ai dit MSK. T'es J'ai dit sûr tout à l'heure, ouais. Ok, Ouais. peut-être En que- fait, pourquoi MSK? Masque. Oui, je sais. C'était l'abréviation Ouais. de masque, mais j'ai fait un petit logo sympa et tout, Mm, genre mm. un truc un peu techwear. Et donc, c'est ce qui m'a apporté derrière à travailler sur mes sacs et accessoires. Mm. Au passage, mes sacs et accessoires, c'est que des tissus issus du textile. Militaire. Alors, militaire, oui. Dit technique et plus. Ouais. Et j'ai des boucles de ceinture qui sont utilisées par la NASA sur l'ISS. Mhm. Tu vois, c'est vraiment un truc, genre c'est un sac gros. Aujourd'hui dans le marché, si je le sors, Ouais, alors ça oui, coûte il coûte cher. Il coûte énormément cher. Bah, d'autant plus qu'il est Mais en fait termes de qualité, pour ta côté, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Je te le dis, faut que je reste humble, mais tu les as T'as vus. l'humilité du mec. Tu les as vus. Je vais pas vous les présenter là parce que je veux pas, tu vois, j'ai pas fuité, jamais rien sorti. Il y a que. Non, mais tu connais parce Ouais. que t'as vu. Non, c'est hyper bien fait. T'as Faire ça à la main, c'est monstrueux. Et surtout, c'est les produits. Mm. Et grosse fierté, on va dire aussi, c'est que je l'ai fait avec 100% de produits canadiens. Ok. Ça veut dire demain, je le sors sur le marché canadien, c'est 100% canadien. Mhm. Made in Canada, mec. Il y a très peu de produits made in Canada. Mais du coup, Mais du coup, le taf. le taf. Bon, attends, le mec il s'égare un peu. Le taf, je vais là-bas, 34 balles de l'heure, j'attaque, je fais. Non, je rentre chez moi. Mm. Écoutez bien, je rentre chez moi, 34 balles de l'heure. Je m'assois et je me dis, pourquoi je devrais pousser un peu en fait, tu vois. Mm. 34 balles, je devrais pousser un peu, tu vois. Ok. Je me dis 34, 45. L'offre promo, elle a un peu trop poussé. Retargeting, les gars. Retargeting, j'appelle. Tu vois, ça faisait 2 heures qu'on avait quitté l'entretien. Je dis, je viens de repenser à ça. 34 balles de l'heure, ça le fera pas. Attends, Ouais, mon gars. Attends, Retargeting. tu t'es vendu. Ouais. À l'entretien, tu dis le premier mois, je vous le fais à 34 balles de l'heure. Et 34 balles de l'heure. Tu rentres chez toi une fois qu'ils ont accepté, Ouais. tu les rappelles en disant en fait non. Les mecs sont dans le hype, ils me veulent. Je le sais, je l'ai senti. Si tu leur dis, Mec, c'est je leur incroyable. dis 34 balles de l'heure, c'est pas assez. Ouais. Je les rappelle. Tu vois, les gars, alors, coup, c'est pas dans mes habitudes de faire ça. Bah, du coup, là, j'ai comme un inconfort. Tu vois, je suis pas confortable avec ce que je vous ai dit. Donc, 34 balles de l'heure, ça le fera pas, ça sera 38. Ok. Voilà, c'est ce qu'ils ont répondu. Ok. Ils ont dit ok. Bon, ils ont dit ok, c'est sûr. C'est énorme. Donc, négociation. Écoute bien, Ouais. je pars, je bosse. Je fais une semaine avec un mec. Mon patron, il vient me voir, il me dit tiens, voilà les clés du camion. Le lendemain, j'étais full autonome. J'ai rentré mes bails, c'était terminé. Tu faisais ce que tu voulais. Une semaine, j'avais mon captar. Ok. Mec, parce que en une semaine, en fait, Bah, t'avais été bon. j'avais rien perdu en fait. Mhm. Mon chien qui. Il fait quoi? Et ben là, il rêve, alors ça va s'entendre dans la cam. Oh là, non, ça s'entendra pas. Non, ça s'entendra Bah non, pas. les micros sont là. Ah ouais, ok. Ah ouais, c'est chelou. Yoshi. Ah, ce serait énorme qu'on puisse filmer ça, mais tant pis. Non. Du coup, je suis une semaine, j'attaque le bail, ça fait 3 ans et demi que je suis dans la compagnie. Je vais pas mentir, je suis un très bon élément de la boîte. Ouais. Du très très bon élément de la boîte même. J'aime bien, monsieur. Ouais. Non, mais c'est la vérité. Je dis ça parce qu'en fait, dans la compagnie, il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui ont été éclairés, Mm. beaucoup de gens qui sont venus, qui ont été Justement. éclairés. Justement, je veux rebondir sur le fait, donc là, on arrive à beaucoup de temps qui s'est écoulé. Ouais. Tu avais eu ta résidence permanence. La Ouais. citoyenneté, tu l'as additionnée aussi. Ouais. Comment? Citoyenneté,
Ça s'est fait tout seul? non. Parce que Alors, l'ancienneté. ouais, on va faire le résumé. PVT, Ouais. boum, 1 an. Ouais. Fin du PVT, 2 ans de chez Briggs. contrat. Chez Briggs, 2 ans employeur fermé, Ouais. plomberie chauffage. D'accord? Donc là, tu as déjà 3 ans de passé. Ouais. Résidence permanente. Ok. Et ensuite, freelance pendant 4 ans. Même pas résidence permanente, CSQ. Donc, CSQ, ça veut dire bienvenue dans la démarche de la résidence permanente. Ok. En un mois, tu as ton CSQ, donc tu as le statut implicite de résident permanent. Ok. Je sors de la boîte, je fais, allez, je vais pas mentir, je fais 4-5 mois chômage et tout, je rentre un peu en France et Ouais. tout, machin et tout. Ok. Je reviens, je monte la boîte dans l'événementiel. Hmm. Je fais 4-5 ans, je fais 4 ans, je fais 4 Ouais. ans, Donc là, on a déjà Mais je suis 7 travailleur autonome. Mais par Ouais. contre, je taffe comme un ouf. Tous les Ouais. jours, contrat Ok. sur contrat, contrat. Donc on est à 7 ans, mais bon, tu montres bien que, enfin, en gros, Voilà. si t'as la flemme et que tu veux tes congés payés ou tout ça, c'est pas le bon endroit. Non. Mais, quand tu as la résidence permanente, tu fais encore 2 ans. Hmm. Et là, tu as assez d'heures parce que dans les 5 années, alors là, attends, je me mêle, mais il y a un bail avec les 5 ans. Bref, tu as assez d'heures pour faire ta citoyenneté, ta demande de Donc là, citoyenneté. ta demande de citoyenneté, elle se fait à partir du moment où t'as travaillé un certain nombre d'heures. Ouais. Ok. Il faut que tu aies, je crois que c'est 5 ans. Putain, je sais plus. Parce que c'est plus ma conjointe à l'époque qui a jeune. Moi, j'ai la tête dans le guidon. Mais il y a un. Non, mais c'est pas très grave. Mais je veux dire, c'est une information qui doit être facile à trouver, mais c'est au moins de savoir comment tu l'as et ce à quoi tu dois t'attendre. Parce que tu as fait toutes ces années-là et tu sais qu'au bout d'un moment, ok, tu as fait tant d'heures, donc on te file la citoyenneté. Ouais. En fait, la citoyenneté, pour l'avoir, ça marche avec un nombre d'heures ou un nombre de points. Ouais. Et donc, moi, quand je fais la demande des citoyennetés, on est quand même un peu avant le Covid. Donc, je suis encore en événementiel, machin truc. Ça, mais il n'y a plus de batterie. Non. Ok les gars, on est back. Désolé, c'était encore un problème de batterie. Vous connaissez comment ça va, comment ça marche. Et Anto, il parle beaucoup. Donc on va le laisser repartir sur la citoyenneté, qui est généralement le Graal que les gens viennent chercher ici pour pouvoir se dire j'ai le passeport maintenant, je suis libre de mes mouvements et j'ai accès à davantage de droits. Ouais, alors on va revenir sur la citoyenneté. Donc là où j'ai pas été très clair tout à l'heure, le fonctionnement, c'est en gros, il faut avoir fait dans les 5 ans un nombre d'heures sur le territoire pour débloquer la citoyenneté. Okay. C'est-à-dire que quand tu as ta résidence permanente, oui, je crois que c'est ça, quand tu as ta résidence permanente, tu as 5 ans pour faire le taf d'heures, puisque, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a une histoire de quota. Certains visas, les heures, elles sont comptées en demi. Donc, mettons, 1 heure, c'est compté une demi-heure, un jour, c'est compté une demi-journée. Donc, il y a des fois, tu fais des visas pendant 2-3 ans, et en fait, tu vas avoir cumulé que 1 an et demi. Et après, quand tu rentres en résidence permanente, là, une journée, 1 heure, 1 minute, 1 minute, et ainsi de suite. Ok. Donc là, après, c'est là, tu accumules. Ah, c'est plus pareil. Ouais. Ok. Et donc, tu as 5 ans après ta résidence permanente pour demander ton statut de citoyenneté. Ah. Mais attention, si tu pars plus de 6 mois, tu repars à zéro. Il y a des bails comme ça. Oh putain. Faut faire attention. Ok. T'as quand même, parce que comme tu es en résidence permanente, tu as un statut de citoyen implicite. Donc tu dois rester là. Donc, pour être fiscalement reconnu, tu as quand même l'histoire des 6 mois, tu vois. Ok, je vois. Donc, faut faire attention. Donc, tu charbonnes tes heures. Il faut appuyer sur la télécommande, pardon. Voilà. Tu charbonnes tes heures. Tu rentres ça dans ton 5 ans. Tu fais ta demande. Et après, nous, comme la demande, c'était pendant le Covid, ça a mis genre 2 ans et demi avant qu'on ait la réponse. Ok. On a eu la réponse. Oui, félicitations, blablabla. Alors déjà, là, t'as les larmes aux yeux, champagne. Gros, ta journée, c'est la meilleure journée de ta vie. Parce que t'as pris 10 ans de sauce harissa, gros. Ouais. Dans tous les orifices possibles. Et là, c'est fini. Ouais. C'est fini dans le sens que... T'as accompli la mission de départ. Great. Ouais. T'as level up, tu vois. Ouais. Et donc, après, là, déjà, tu te sens plus... comment dire, pas plus intégré, mais t'as le statut. Tu sais que moi, demain, là, quand je parle avec un Canadien ou un Québécois, et il me dit, oui, mais t'es français ou quoi? Je leur dis, je suis franco-canadien. Ouais. Tu vois? Maintenant, tu as la nationalité. J'ai la nationalité. Mais ça, c'est un truc qui est quand même dans la mentalité des gens.
difficile à faire entrer. Ok. Tu restes un Français. Hein. Ouais, évidemment. Mais c'est pour ça que justement, je voulais rebondir. Donc là, tu as accompli cette mission. Trop bien. Tu as accompli la mission. Jusque-là, donc tu es venu à Montréal principalement, bah déjà, c'est francophone. Ah bah ouais, moi je parlais pas anglais quand je suis arrivé. Hein. Ouais. Bon, Donc, tu parles pas toujours. Ça va, je me démerde. Ouais, Attends, vite fait, hein. je suis pas Monsieur Randis qui a voyagé dans tous les pays du monde. Ou le mec. Attends, parce qu'on peut parler de toi. Hein. Eh, Le c'est mec, mon show là. il Calme-toi. Il maîtrise le game, on va dire ça comme ça, voilà. Non, mais du coup, ouais. L'adaptation dont je parlais plus tôt, Ouais. le caméléonisme du Caméléonisme québécois, direct. dis-moi ce que ça t'a apporté concrètement que, Alors, que de parler québécois en fait. Alors moi, quand j'attaque en construction à l'époque chez Briggs, je suis sur des chantiers de construction où j'ai que des gars qui me parlent de même. « Hey Chris Dagro, passe-moi le pain French, Carolis! » Moi je suis là, je fais « Hein? Il vient de dire quoi là? » Et donc du coup je lui réponds comme ça « Excuse-moi, j'ai pas très bien compris. »« Ah ouais, le petit français de Carolis, là, qui c'est que tu fais ici de Carolis? » Donc il y a un vrai racisme anti-français. Ouais, non mais à ce moment-là, sur ces chantiers, avec des mecs de construction, qui sont pas des lumières et qui sont pas représentatifs non plus de la masse. Ok. Attention, je comprends. Là, il n'y a pas de bashing ou quoi, tu vois, mais c'est la vérité. Et donc, je me dis, gros problème, si je parle en français de France, parce qu'ici, tu lui dis, je parle français de France, si tu parles français, c'est que tu es québécois. Ouais. Tu vois déjà un peu les bails, t'as compris. Si je parle en français de France, je vais me faire dégommer. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'avec le tempérament que j'ai à l'époque, à 23 piges, ouais, t'avais la haine tout de suite. Si tu me dis tatati tatata, je prends un 2x4, je t'éclate la tête. T'as compris? Sauf qu'il y a un truc au-dessus de ma tête, qui est une épée de Damoclès, gros, énorme, et c'est marqué immigration. Tu vois? Et donc, immigration, ça rime avec bouddhisme. Ouais. Tu comprends? Ouais. Tu peux plus, c'est fini, c'est pas la France. Ouais. Tu vois, t'as évolué, t'as grandi. T'es obligé de respirer. Donc, une fois, deux fois, je vais voir les mecs, nanana. Et je comprends qu'en fait, si je parle pas la langue, c'est compliqué. Du moins avec certaines personnes, c'est compliqué. Okay. Donc là, je me prends une espèce d'accent, blablabla, blablabla, tu vois. Ouais, et les mecs, ils disent, je viens du lac Saint-Jean. Ils parlent comme ça, là, tu viens du lac Saint-Jean, Carolis. Fait que là, je t'ai rendu le chum à tout le monde. Ok. Donc qui avait un oncle qui faisait de la pêche au lac Saint-Jean, le même que le sien, et ainsi de suite. Inventer un personnage en fait exceptionnel. Et acteur de ma vie. Du coup, ton intégration, t'as vu le jour et la nuit. Différent, c'était différent. Alors après aussi, j'ai exploré des trucs, genre en soirée, où je me faisais passer pour un mec du lac Saint-Jean, et je parlais avec des Québécois. Alors encore là, c'est pas représentatif de la masse. Et du coup, il y avait tout de suite le bashing du français qui arrivait. Ah ouais? Ouais. Et après, à la fin, je leur disais, bah ouais, les gars, je suis français de France. Hein. Et là, Fallout, les gars, ils tombent dans le vide. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te noies, il n'y a pas d'eau. Respire. Hein. Donc, mais ça encore, c'est une petite partie, c'est pas représentatif. Je suis pas là pour bâcher le Québec, loin de ça. D'ailleurs, j'y vis, j'ai mes acquis. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien. Je me serais barré sinon en 10 ans avec toutes les galères que j'ai connues. Et ça encore, c'est mon expérience et c'est pas représentatif de tout le monde. Hein. Ouais, mais c'est intéressant de voir que, parce que tu es la seule personne que je connaisse qui vive ici en tant que Français, qui ait vraiment pris l'accent et qui soit indétectable. Ben, c'est pas indétectable parce que les mecs de Montréal, si je parle, parce que là, je l'ai accentué l'accent. Ouais. Tu vois? Ça, c'est pour l'accent du chantier. Puis après, t'as l'accent au téléphone quand je parle à des trucs et tout, tu vois, c'est plus posé. Mais ils vont penser que je viens d'une région du Québec ou quoi. Mais pas forcément Montréal. Ils vont dire, ah, c'est marrant, ton accent, ça vient d'où? Mais ils vont pas me dire ça en mode français. Après, si je parle comme ça sur le chantier ou quoi, c'est clair et net que je suis en français de France, direct et tout. Et c'est très correct. Maintenant, en fait, je le cache plus. Je le cache plus parce que j'ai plus de doutes que j'avais en moi au début. J'ai plus besoin de prouver que, puisque moi aujourd'hui je suis intégré. Je travaille, je paye mes impôts, j'ai investi, je m'estonté, je fais des va-et-vient. Donc là aujourd'hui tu as réussi tout ce que tu voulais faire ici? Non, puisque mon objectif de base c'était quand même l'investissement immobilier. Ouais, mais tu l'as fait là. Bah, j'ai acheté un bloc appartement avec 2 appartes. D'ailleurs ça c'est intéressant par rapport à la France. Tu as eu une possibilité, donc dès que tu as la citoyenneté, donc tu es considéré comme un Canadien. En termes de banking, enfin la banque, à quoi est-ce que ça te donne droit? Alors, contrairement à quand tu n'as pas la citoyenneté. Là, je te dirais que ça marche plus. Enfin, là, c'est compliqué, mais c'est un peu du cas par cas. Mais
Fou, là, il faudrait revenir sur pas mal de trucs. La création de mon café. Non, c'est non, pas non, fait, non, mais il faudrait revenir sur beaucoup de choses. là, pas aller si loin que ça, mais genre, toi, du coup, pour acheter le bien immobilier que tu as Ouais. acheté là, quand tu m'as dit le montant du prêt, Bah, je j'ai peux halluciné. donner les chiffres. Non, mais en termes de pourcentage par rapport à. Ouais, je vais donner les chiffres. Enfin, moi, ça m'a fait virer. Je me suis dit, mais en France, jamais de la vie, en fait. Bah, alors, je vais vous expliquer, les gars. Sortie de Covid. On a les finances, elles sont à zéro. Ouais. On a un pécule de côté, un peu. Ouais. Parce que moi, je suis très comme ça, où mes parents m'ont dit, écoute, Anto, il faut save un peu de thunes. toujours Alors, genre, là. tant de côté, parce que demain, tu sais pas de quoi c'est fait. Mm. Tu vois. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous a sauvés. Donc, on a mis de côté pendant 10 ans. Vraiment, on s'est pas lâché sur des trucs, on aurait pu flamber. Tu vois, on est vraiment resté, on a épargné. Sortie de Covid, je bosse dans la boîte, je fais 3 mois. C'est-à-dire que j'ai 3 mois de paye où je fais 1250 par semaine. Les taxes déduisent. Ouais. D'accord? Je vais à la banque, je dis voilà, on est un couple, moi ma blonde, et annuellement, on génère 150 000. Dollars canadiens brut. Oui, c'est brut. Oui, c'est ça. Oui, c'est brut. En gros, tu leur donnes ça en disant Voilà. on fait tant. Voilà. Ok. Ils te demandent preuve et tout ça. Ils me disent, je leur dis, j'ai tant d'apports. Ils me disent, on s'en fout. Ok. On s'en fout dans le sens que nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien vous générez. L'apport, on en discute après. Donc là, ils disent, 150 000, dépendamment de l'achat immobilier, on va vous prêter tant et tant. Combien vous avez d'apport? Donc là, on dit, on a 90 000 et quelques d'apports. Ok, d'accord. Bon, Puis là, les banques, nous, on se sent pas à l'aise avec les banques. Ok. Je le dis direct. Ça se passe pas très bien. Pas que ça passe pas bien, c'est que t'es un peu trop un numéro, tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, comme on a fait affaire avec un courtier immobilier pour les recherches immobilières, parce que ça marche comme ça ici, attention les gars, quand t'achètes courtier immobilier, c'est primordial. Ok. C'est un mec qui connaît les bails, parce qu'ici, c'est pas l'achat immobilier en France. On pourrait faire un podcast de 3 heures là-dessus, juste là-dessus. Je peux vous garantir que, accrochez-vous, c'est freestyle. Donc, on prend un courtier hypothécaire. Courtier hypothécaire, une femme super sympa. Et donc, elle nous aide déjà 1 an en parallèle avant d'acheter. Et elle nous dit, créez tel compte à telle boîte. Dites pas que c'est pour un achat immobilier. Vous allez avoir le statut VIP de la compagnie, de la banque. Ça va vous permettre d'accumuler des points. Parce qu'il y a un système de points ici. Tu vois, ce qu'on appelle la cote de crédit. Ah, donc, comme aux États-Unis, tu as le système de crédit, mais qui est pas là en France. Qui n'est pas là en France, où en fait, chaque action que tu as à faire qui sont reliées à un paiement, si tu le fais en temps et en heure et le bon paiement, tu gagnes des points. Et donc après, c'est des paliers. Tu as genre 100, 200, 300, 400, 500, 600. Et à partir de 700 jusqu'à 900, là, tu es solvable. Tu es genre, les banques, elles te trustent. Ok. Moi, au moment de l'achat... Ça, c'est chiant. Donc, ça demande d'utiliser en fait ta carte de crédit régulièrement et de montrer que tu payes tes dettes tous les mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai jamais eu de carte de crédit au Canada. C'est un système qui fonctionne pas en France en vrai. Mais écoute, j'ai jamais eu de carte de crédit au Canada. Donc en fait, mon enquête de crédit... Elle était à zéro, quoi. Elle est à zéro. Ouais. En plus, j'ai eu un litige avec une compagnie téléphonique belle, pour pas la citer, les tabarnak, des colis d'asti de marde. Désastre. Belle de marde. Allez, belle, franchement. Mangez de la marde, je vous le dis, là. Regardez, mangez de la colis. Donc, belle, j'avais l'internet, le téléphone, tout ça. Tu sais qu'à un moment donné, je suis parti à Toronto, 6 mois, avec ma conjointe. Et donc, je vais à Sainte-Cat, à Belle, là-bas, et je leur dis, voilà, moi, endgame, je vais aller à Toronto 6 mois, et après, je retourne en France. Ouais, donc en gros, vous cuttez mon contrat, machin truc. Et le mec, il me dit, ouais, t'inquiète, machin. Comme je leur ai dit que je rentrais en France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas cuté le contrat. D'accord? Parce qu'ils se sont dit, de toute façon, le mec qui rentre en France, il ne reviendra pas. Donc, en fait, on ne va pas cuter le contrat, on va le passer en litige, et on va racheter sa dette. On va faire racheter sa dette par des compagnies privées. Donc en fait, le mec, il est parti. Écoute bien, le mec, il est parti. Il est plus là dans leur tête. Ouais.
Et donc, moi, dans 2 ans, j'ouvre un dossier de litige et je me fais racheter sa dette par une compagnie privée qui va aller l'harceler pour lui vendre sa dette avec un pourcentage plus élevé. Oh là Donc, les mecs, ils font de là, c'est un l'oseille. business. Ils font de l'oseille sur Ouais. des mecs qui sont pas là, sur des dead bodies. Ouais. Ça, les gars, c'est non. Sauf que, après Toronto, je dis, moi, c'est mort. Je rentre pas en France, en fait. Je reconnecte avec le Canada, je reviens ici, Parce que Toronto, qu'est-ce qui a fait que du coup, t'es pas resté? Parce que le but, si tu te barres à Toronto, tu voulais rester. Toronto, en fait, c'était pour apprendre un peu l'anglais, Ouais. pour voir un peu ce que c'était. Et puis, comme on était dans l'optique de partir du Canada, je voulais quand même voir ce que Donc, c'était attends, la grosse. à cette époque-là, vous vouliez partir. On voulait partir. Ouais, parce Ah, mais tu vois, c'est un parcours qui est particulier Non, avec mais des c'est spécial. avec des Ouais, dents ouais, aussi, ouais, parce c'est que spécial, t'es c'est resté là, spécial. ça fait 10 ans que t'es là. Ouais. T'as voulu partir à maintes reprises. Ouais. T'es resté. Et il y a un moment où c'est à quelle année où tu décides de partir 6 mois à Toronto? Ouah, c'est C'est genre la moitié. 2016, je crois. Ouais, donc ok. Ouais, donc en fait, 2017. Ouais. ok. Plus ou moins, ouais, dans la première moitié. Attends. Ouais, 2017, je crois, parce qu'on fait 6 mois. Après, on repart en France. On revient là. Et quand on revient, donc on est chez mon coloc, c'est juste avant le Covid, on est chez Ok, mon coloc, d'accord, ok, pilote ok. d'hélicoptère. Mais le but, c'était de bouger à Toronto. Le but, c'est de bouger à Toronto et de dire c'est quoi Toronto. Ok. Moi, tout le monde, les gars, me disaient putain, Toronto, putain, c'est New York, machin, fast life et tout. Et moi, j'avais besoin d'un coup de pied au cul. Ouais. J'avais besoin d'adrénaline, j'avais besoin de tu sais, juste des fois, de changer l'énergie, tu vois. Je pars à Toronto, putain, street art partout, je kiffe le street art, je commence à monter un Instagram, je fais des bails, je filme des trucs et tout, tu sais, je suis un peu Tu t'es reconverti 40 fois. en nomade vlogueur, mais à l'époque ça marchait pas, tu vois, il y avait personne qui faisait ça, moi j'étais là-bas, j'étais mon petit kiff, et c'était plus de l'inside game avec les collègues et tout, je partageais des trucs, et tout, c'était cool, franchement c'était cool, j'ai beaucoup aimé l'énergie, les gens je les ai quand même trouvés cool, moi, bon après les Québécois vont dire ouais les ontariens, ça c'est encore pas pareil, évidemment. Ouais, c'est un peu comme nous en France, quand pour avoir été à Toronto jusqu'à hier, c'est les US. Donc c'est pas la même chose. Toronto, c'est les US, c'est la fast life. Mais moi, j'avais complètement négligé le fait que je parle pas la langue. Ouais, du coup. Donc je me suis dit, je m'en bats les couilles, je vais aller dans un café, tu vois, je vais faire barista. En 3 jours, je parle anglais. Ouais, et en fait, non. Pas du tout. Pour ça, les gars, apprenez l'anglais. L'anglais, l'anglais, c'est la base, les mecs. Donc je vais là-bas. Je fais mon premier entretien dans un café. Ouais, ils se rendent les compte mecs, ils me disent, bon, bah, quittez tout. Ils disent, my name is Tony, I'm from Montréal. C'est comme ça que de l'anglais tout éclaté. Un mec, il dit, bah, c'est bien. Mais tu parles pas anglais? Mais il me dit, tu peux pas bosser, frère. Et là, moi, j'essaie de me justifier. Mais va te justifier. Quand tu sais pas parler? Quand tu sais pas parler. Tu sais, comme la soirée où les mecs, ils étaient comme ça. Tu te noies alors qu'il n'y a pas d'eau. Pareil. Et merde. Lame, tu vois, dans ma tête, lame. Donc je dis ok, c'est pas grave, on travaillera pas, parce que je sais qu'on travaillera pas. Ouais. D'accord. Et donc on découvre la ville, on va voir les gens, on rencontre des francophones là-bas, qui avaient un cercle d'amis anglais et tout. On fait des soirées, donc on parle à moitié français, moitié anglais, on se fait des amis et tout. Franchement, très rapide, cool. 6 mois passent, 12 000 balles dans le compte en banque de moins, trouver un logement. C'est galère. Il y a un moment, il faut peut-être réagir, quoi. On est même resté dans une place pendant 1 mois. Il n'y avait pas de meubles, on dormait par terre sur des sacs de couchage. Tellement le marché, c'était éclaté. Enfin, c'était ouf. Mais je kiffe. Et donc je reviens, ça me rebooste. Je me dis en fait non, le Canada. Donc t'es revenu ici. Ouais, en fait non, je suis pas revenu tout de suite. Okay. On est rentré en France parce que c'était à l'époque où j'avais mon chat. Okay. Et je t'ai dit qu'il y avait les valises. Ah ouais, ça c'est un truc que je vous raconter bien. On part de là-bas. Donc j'ai 4 valises de 23 kilos, loadées à mort. Mais là, le but, attends, c'était quoi? C'est rentrer en France définitivement on rentrait en France. Pour les vacances? Faire le point. Pour les vacances. Ok. Faire le point. Donc Toronto nous avait... Genre on a fait 4-5 ans déjà, on se dit il y a peut-être un moment où... Mais Toronto, ça nous a fait respirer et aussi prendre conscience que Toronto versus Québec, c'est pas du tout la même. Montréal, l'énergie n'est pas la même et il y avait quand même des bails de dingue à faire. Okay. Puisque moi, quand je suis à Toronto, qu'est-ce que je vois? Je vois une ville plus développée que Montréal sur certains aspects. Je vois des trucs et je me dis en fait, Toronto dans 15 ans, c'est New York. Mais du coup, Montréal, c'est Toronto dans 15 ans. Je dis, on ne part pas. Parce que je me dis, prix immobilier, achat, machin, je repars sur mes trucs, je me dis, le marché immobilier, il va exploser. Putain que le marché immobilier, il a explosé, frère. Il a fait x3. Mais à l'époque, on ne pouvait pas acheter. D'accord. Donc, je rentre en France. On est à l'aéroport.
C'est Pearson Airport. On va pour partir, j'ai mon chat, qui fait, il faisait, Bagheera, il faisait quoi? Il faisait 20... C'était pas vraiment un 18 chat, quoi. 18 kilos, Bagheera, bon, maintenant il est décédé. Ouais. 18 kilos, c'est un Maine Coon, tu vois, donc un chat énorme. J'avais 4 valises, 23 kilos, des sacs à dos partout, putain, on était en mode Pékin Express, mais loadé, tu sais, genre Pékin Express, Physica, né. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hybride des deux. On part, on est à l'aéroport, putain, on dit ça y est, on va rentrer en France, on va relâcher. Et là, le steward arrive, il me dit, ouais, il dit, vous partez pas ce soir? Je dis, comment ça, je pars pas ce soir? Ah, il me dit, bah non, le vol est annulé. Là, dans ma tête, tu connais ma faculté à spinner très rapidement. 1, 2, 3, la story, elle était faite. Je poigne le gars comme ça et je lui dis, mais attends, je vais pas vous faire en anglais parce que voilà. Je dis, attends, mais. Je dis, non, je dis, non, on part ce soir. Je dis, demain, on arrive, décalage horaire. On a 6 heures pour se préparer, c'est wedding days. Je me marie dans 2 jours. Je me marie dans 2 jours. Panique. Faut savoir que c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Panique. Les mecs, ça parle dans tous les sens. Et on est 200 dans ce cas-là. Et je me dis, il faut que j'ai une histoire meilleure que les autres. Parce qu'en plus, j'ai le chat. Donc quand tu voyages avec un chat, c'est pas genre tu fais comme tu veux. Ouais, c'est chiant. C'est cadré, certains vols, machin, truc. Il y a 1 heure qui s'écoule, je transpire à grosses gouttes. Et à chaque fois, il y a une meuf qui vient me voir et je l'alimente. Mon wedding days, c'est la bague, panique et tout, je fais un scandale. Elle vient me voir, elle me dit c'est bon, on vous a trouvé un truc. Elle nous fout dans un avion, on part comme ça et donc on rentre en France. Parce que c'était trop galère de rester avec toutes les valises, le chat, machin. Ouais. On avait mis une journée à quitter Toronto, on n'en pouvait plus. En gros, j'en pouvais plus, j'étais mort, tu vois. Et donc j'y vais au culot, ça marche, boum boum, on rentre en France, on fait 2 mois, 3 mois. Je laisse mon chat là-bas, je dis je le ramène pas à Montréal. Parce que même le chat en avait marre, genre, il était au bout de sa vie. Tu laisses à ma mère. On retourne à Montréal, Jen a trouvé un bête d'appart, donc l'appart qui était là avec mon coloc. Puis moi là, je bosse en événementiel. Donc on retourne sur la période dont on a parlé plus tôt. Je bosse en événementiel. Il y avait eu cette coupure au milieu où tu t'étais remis en question, et c'est Toronto qui t'a fait te dire ça vaut le coup de rester. Et bien en fait, c'est Toronto, j'ai vu ce que Montréal allait devenir sur des aspects investissement. Ouais, ok. Et je me suis dit, en fait, je fais la pire erreur de partir maintenant. Là, faut retourner, il faut cravacher, il faut mettre du cash, il faut bug. Tu as entretenu la résilience de rester parce que là, moi, je suis venu vous voir pendant 1 mois, mais vous voulez partir là. Alors, oui, t'as spoilé un peu, oui, mais tu connais, il y a des trucs à mettre en place. Ouais. Donc là, on est. Voilà. Non, parce que j'allais te dire, là maintenant, on arrive sur la fin t'as fait 10 ans. Non, mais attends. T'as eu ta citoyenneté, t'as acheté l'appartement. Ouais, mais faut que j'explique l'achat avant. C'est-à-dire que je rentre de Toronto, je vais à Montréal, on est avec le coloc, je fais de l'événementiel. J'ai assez d'argent et de preuves parce que quand tu fais de l'événementiel, tu as un statut auto-entrepreneur. Ouais. Donc tu dois justifier 5 ans de background et de paye régulière et ainsi de suite pour que les banques te prêtent. Donc toi, t'es un nobody, ils te trustent pas. Hein. Ouais, c'est pour ça que tu disais que tu étais passé par un courtier. Et là, devine quoi? Au moment où on peut acheter, c'est bon, on a un prêt, on avait un prêt moins conséquent que maintenant. Tu vois. On avait quand même un prêt intéressant, c'était intéressant de le mettre dans le marché actuel. Covid. Ah oui, donc tu devais acheter déjà avant le Covid. Bah, quelques mois avant. J'appelle les banques, ils me disent ah ben non, Covid. Covid, on prête plus. Bon, donc le Covid, il t'a empêché ça et il t'a empêché d'avoir le job aussi qui était. Covid, taux zéro. Ouais. Taux zéro les emprunts en banque. Les mecs, ils ont acheté pour des millions et des millions, ils ont vendu pour des millions et des millions, tu vois, fin Covid. Puisque les mecs, début Covid, t'achetais un bien, 2 ans après, le bien, il avait pris 54%. Ouais. Donc à la période, là, ça a bougé, quoi. Attends, les gars, début Covid, ils achetaient des blocs à 600 000. Fin Covid, ils les revendaient 1 million, 1 million 2, 1 million 3, 1 million 4. C'est pourquoi? Parce qu'après, tout le monde voulait acheter, donc il y avait la surenchère. Ouais, ok. Donc moi, je visitais des trucs à 800 000, ça se vendait 1 million 2. Ah ouais, donc même si tu faisais une offre, c'est même pas comme où tu peux négocier l'offre moins chère, là, il fallait aller plus haut que l'offre déjà prévue. Mais même dans ce marché-là, avec ma femme, on a dit on y va. Tout le monde nous a pris par la main, faites pas ça, machin, arrêtez d'être des dingues, J'ai dit non, on n'est pas des dingues, on est téméraires, c'est différent. On y va, bam, résultat, on fait un coup de fusil, j'achète ici pour
Pour 760 000, prix affiché 700 000, donc j'ai 65 000 de plus-value que Que tu payes en plus. que je paye en plus en fait Dollars. ouais. Sur 500 000 euros. Avec les charges et tout, ça revient à 800 000 à la finale. Je décide de rénover un appartement en haut. Mais du coup, c'est ce qu'on parlait précédemment, c'est que tu avais un apport de genre 100 000 balles. Ouais. Et ils te prêtent 700 000. On est deux dans l'histoire. Oui, enfin, vous étiez, vous aviez un apport de temps et vous avez mais c'est fou. Je veux dire, la quantité qu'ils vous ont prêté, moi, ça écoute, me fait halluciner. on a acheté tout globalisé, les charges, les machins, les trucs, tatati, tatata. Parce qu'ils ne te demandent pas autant de garantie, en fait, qu'en France. Et on Non. te fait plus confiance, mais si tu te plantes, on vient chercher ton bien. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, vous êtes plombier? Oui. Sourire jusqu'aux oreilles. Ok. Votre femme, elle bosse dans quoi? Ben, elle est actrice et à côté, elle gère de l'argent pour du financement de l'État pour l'Université de Montréal. Du coup, ça allait. J'essaie surtout de faire la comparaison. Vous nous prêtez combien? 1 million. What the fuck? J'ai fait comme toi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que le podcast, il part dans tous les sens, gros. Parce que le Canada, c'est tellement différent de la France que pour moi, même moi, là, c'est un exercice très difficile de condenser les trucs et donner la bonne info. Ouais. Quand tu achètes ici, les prêts immobiliers, c'est pas la France, c'est pas 25 ans fixe, ok? Ou 25 ans variable. Ici, le fixe, c'est du variable déguisé. T'achètes, je donne des taux à la con. T'achètes, le taux il est à 4%. En fixe. Tu dis j'y vais. Tu vas avoir 4% pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, tu perds ton taux, il faut le renégocier. Tous les 5 ans. Sur ton prêt qui dure 25 ans. Donc ça veut dire que le marché post-Covid, les taux, ils étaient entre 1,60 et 2,20. C'était bas. Donc, sur le variable, tu pouvais avoir plus bas, mais sur le fixe, tu étais à ça à peu près. La pisse de chien, mon gars, par rapport au taux pratiqué aujourd'hui. Ok. D'accord? Aujourd'hui, en fixe, avec l'inflation et tout, là, en fixe, on est à 6%. 6% de 800 000. C'est énorme. 6% de 800, gros, 6% de 800 000, tu sors 9 000 balles par mois pour payer ton bloc. Ok. D'accord? Et en variable, c'était plus haut et ainsi de suite. Donc nous, quand on a acheté, on a réussi à acheter à 3,84 fixe. Et déjà là, tu as une belle enveloppe qui sort, tu vois. Donc c'est sûr que on a acheté, le marché était au plus haut. On a acheté, le marché était au plus critique au niveau des hypothèques. Parce que ici, c'est une hypothèque. Mais on l'a fait malgré tout ça. Et ça, en fait, c'est le schéma qu'on a reproduit de notre expérience au Canada. Malgré l'argent, l'inconfort, l'insécurité et le peut-être que ça va marcher, on a eu ce bien-là. Et on a posé les couilles sur la table quand il fallait mettre 65 000 balles de plus. Quand tu fais ton premier achat, la banque, 6 mois après, elle vient te voir, elle te dit bonjour, ça c'est la taxe de bienvenue, il faut payer tant. Donc tu repayes un autre 13 000. Tu repayes un autre 13 000, gratuit. Tu n'as aucun audit, tu ne sais pas où il part l'argent. Donc quand tu achètes un bien, les deux prochaines années qui suivent ton bien, c'est très compliqué. Et moi, la vraie question, après avoir tout ça, donc là si on essaye de globaliser, j'ai essayé vraiment, je pense que ce podcast part vraiment dans tous les sens. Ouais, c'est le pire podcast ever. Mais c'est intéressant parce que c'est une histoire, une vraie histoire avec plein de réflexions et des dents de scie gigantesques. La vraie question, elle est après 10 ans. Donc tu me disais, vous commencez à en avoir marre. Est-ce que si c'était à refaire, tu le referais? Je dirais qu'il faut rester fidèle sur ce qui nous a motivés à la base. Moi, ce qui m'a motivé à la base, c'était quoi? C'était la citoyenneté et de pouvoir offrir à mes enfants potentiellement un avenir différent des autres. Donner une clé en plus, tu vois. Si ce serait à faire, est-ce que je le referais? Oui. Est-ce que je le referais comme je l'ai fait? Mais ça, sachant que tu peux pas, ça tu peux pas savoir, tu peux pas savoir. Tu connais, hein, évidemment, ça c'est clair que non. C'est comme tout, hein, mais te lancer dans la même mission, est-ce que tu l'aurais refait? Du coup, en sachant la résilience et l'adversité que tu as dû confronter, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui? En étant objectif, est-ce que vraiment ça vaut le coup? En étant objectif, aujourd'hui, j'ai la citoyenneté. Ça vaut 1 million. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Dans le sens que ça vaut cher, bien sûr. C'est le passeport canadien. Allô les gars.
c'est le passeport canadien. Donc ça, c'est une dinguerie. Donc la citoyenneté, déjà, c'est un truc de dingue. Sachant, admettons, demain, la France au complet, elle brûle, je dis une connerie, hein, il arrive un truc de dingue, je peux faire venir ma famille ici. Mm. Sur l'ambassade, je fais des papiers, les mecs, ils restent là. J'ai un bien, je peux les loger. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je suis très conservateur, famille, tu sais, italienne, machin, un peu dans cette énergie-là, latin, où, quand je fais un truc, je pense plus loin et à la famille aussi, tu vois. Mm. Et donc aujourd'hui, citoyenneté, ça, c'est clair, c'est un truc que je regrette pas du tout. Le fait d'avoir acheté, et en plus ça se passe bien, Mm. malgré. Oui, parce que vous louez, du coup. Ouais, après, on va pas rentrer dans les détails, mais Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as trouvé un moyen pour payer ton mortgage. j'ai trouvé un moyen pour payer mon mortgage, parce que aussi je suis un mec de la construction, donc en fait, Donc, j'ai t'as pas fait mis ça d'argent bien. pour rénover Ouais, t'as fait ça mon bien. appart en haut, et je l'ai fait très bien, et T'as je le pas juste market. acheté un appart pour vivre dedans, quoi. Et je le market très bien. Ouais. Et on n'en a pas trop parlé aussi, mais je suis très dans la philosophie de dire que tu as la façon de faire la même chose que les autres, et donc tu auras les mêmes résultats que les autres, les résultats de la Mm. masse. Et tu as le chemin à côté, Mm. où tu ne fais pas comme les autres. Ouais. Mais ça ne veut pas forcément dire. T'as aucune garantie de Tu succès. n'as aucune garantie. Ça ne veut pas dire que tu vas faire mieux, ça ne veut pas dire que tu vas faire moins bien, C'est-à-dire que tu auras des résultats différents. ça veut dire que tu auras des résultats différents. Alors des résultats différents, ça peut être là, Ouais. ça peut être là. Ouais, bien sûr. Là, nous en haut, avec le schéma qu'on a monté avec ma femme, Mm. avec tout ce qu'on a mis en place, aujourd'hui, j'ai des mecs, ils s'assoient, on discute, et ils me disent comment t'as fait. Oui. Oui, non, t'as trouvé un bon montage, c'est smart, ouais. Des mecs qui ont déjà, Mm, mm. qui ont déjà des ads en immobilier, des mecs qui bossent dans l'immobilier. Mm, mm. Donc je vais pas le donner le. Non, mais tais-toi, justement, t'en dis trop. Voilà. Parce qu'après, tu vas dire, oh, mais je voulais pas qu'on en parle, et après, non, on en parle parce que moi, tout est légal. Tout est légal. Tout est Non, mais légal. oui, évidemment, mais Il y a rien de. une méthode intelligente, Voilà. donc tu veux pas trop faire Ce ton. que je veux dire Mais, aux gens, c'est important, c'est malgré tout le mess que je viens de faire, parce qu'on est parti dans tous les Est-ce sens. que aujourd'hui, un mec, c'est toujours la même chose, la valeur, elle est là pour quelqu'un qui a l'intérêt de l'expatriation et qui se dit, le Canada m'intéresse. Est-ce que pour toi, ça vaut vraiment le coup? Ouais. Il faut être solide sur tes appuis. Parce que ça va vraiment pas être facile. Il faut être solide. Aujourd'hui, moi, j'ai des couples d'amis qui ont 40, 45, 60, sont des professeurs qui étaient à Paris, qui vivaient très bien, qui sont venus au Canada et petit à petit, ils frappent des murs, tu vois. Ouais. Et ils ont leurs enfants ici et tout, et ils ont été trop honnêtes sur certains trucs. Et là, l'État les rattrape des deux côtés. Tu sais, il y a plein d'aspects à gérer. Mm. Il faut en dire, mais pas trop, tu vois. Ça vaudra tout le temps la peine, le Canada. Pourquoi? C'est une terre d'accueil. C'est une terre d'accueil. Malgré les petits trucs, tu vois, les bobos de tous les jours, les gens, des fois, qui vont pas comprendre certaines situations. Après, on rentre dans une autre culture. De là, est-ce que tu as réussi à développer beaucoup d'amitié avec des locaux? Aïe, aïe, je voulais pas rentrer là-dedans. Non, mais je veux dire, on en a pas parlé. C'est vrai que c'est un état important. Là, en vrai, on est allé trop loin en termes de temps par rapport à ce que moi j'avais imaginé sur ce sujet-là. Mais on n'a pas du tout parlé de la culture, de sorte qu'on parle la même langue, donc c'est attractif. Quand tu es français, que tu parles pas anglais, tu te dis, bah, trop bien, c'est une opportunité. Du coup, tu y vas et tu te rends compte que tu prends un mur parce que les gens, même si on parle la même langue, ils sont pas comme nous. Ils sont pas comme nous. Maintenant, est-ce qu'ils sont mieux ou pas? C'est pas la question. C'est pas la même putain de culture. Ici, mettons, les gens, déjà, dans leur culture, ils ont un principe de bulle. C'est-à-dire que chaque personne autour de lui, il a sa bulle, c'est son espace. Ouais. Et donc les gens, ils aiment pas qu'on soit trop intrusif et tout, alors qu'en France, on se fait la bise. Ouais. Ici, on se serre la main. Ok. T'as compris? Déjà à la base. Ouais, moi, je travaille chez des clients. T'as les enfants qui sont derrière, qui viennent me voir et tout. Bon, alors, je fais attention avec les outils et tout, tu ne veux blesser personne. Et t'as un maman qui dit respecte sa bulle. Je te l'ai déjà dit, tu respectes sa bulle. Chacun a sa bulle. Tu vois, mais il n'y a pas de bulle en fait. Qu'est-ce que tu me parles? Si tu veux apprendre, si le gamin, le fait de me voir travailler, et moi ça a été ça qui a fait que j'ai fait mon métier, c'est que j'ai vu un mec bosser en plomberie chez mes parents, quand mes parents ils ont acheté. J'étais derrière son cul, je le regardais, je disais putain c'est cool. D'un tube, il en fait des formes, des machins et tout. Différents procédés d'assemblage, en plus ça a une utilité. Ouais, parce qu'ils sont en fait, tu veux dire que c'est en train de court-circuiter la curiosité des gamins. Je dirais pas que ça court-circuite la curiosité des gamins, je dis que le principe de bulle, il est très bien expliqué dans le mot bulle. Ouais, ok. Donc en fait, personne dans ma bulle. Difficile de se faire des amis. Voilà. Locaux en tout cas. C'est pour ça que les Français traînent avec des Français ici. Exactement. Ouais.
Après, j'ai rien contre les Québécois, attention. Non, mais c'est juste un choc culturel. J'ai eu des amis, légitime, hein. j'ai eu des amis québécois, j'ai encore des amis québécois. Mm. Mais il y a beaucoup de gens que je fréquentais qui étaient québécois avec qui, en fait, Surtout, si je dis marchait ça, pas. c'est pour répondre aux attentes des gens qui Ouais. se disent je vais aller là-bas parce que ça parle français. ouais, ça parle français, mais c'est pas la même culture. Ouais, ok. C'est- Mm, Après, maintenant, je veux pas trop teaser, chacun son aventure. Mm. Moi, j'ai vraiment eu comme tu dis, des dancy et des downside côté québécois de ouf, où j'ai eu des putains de remises en question, où je suis parti quand même en déprime. Ouais, Faut ouais. pas l'oublier. Mm. Pendant plus de 2 ans et demi. Ouais, non, mais ça a été euh, compliqué. Non, mais c'est ça. Je veux montrer la réalité des choses. j'ai perdu toute ma liquidité en argent. Ouais. Moi, ça m'a mis à nu. C'est genre j'étais à nu, j'avais plus rien. Il a fallu que je recommence. Tu sais, c'est la résilience de te dire, on recommence. Ouais. Et dis-toi bien, et ça, c'est un aspect qu'il faut pas négliger. Tu rentres dans ton métier. Moi, j'ai dû recommencer, faire des équivalences de diplôme et tout, mais c'est valable pour quasiment tous les métiers. Mm. T'as des mecs, c'est des médecins chirurgiens dans leur pays. Alors, en Inde ou je sais pas où, par exemple. D'accord? Ils viennent ici. Ils finissent taxi. Ok. Pourtant, quand tu ouvres un corps et tu fais une chirurgie à cœur ouverte en Inde, et ici, dans l'avion, le corps, il change pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il faut surtout s'attendre à, ok, c'est une bonne expérience quand on est jeune, on a envie d'y aller, mais il faut vous dire que si vous voulez vous engager sur une expatriation, il va falloir savoir que vous allez rencontrer énormément d'adversité Ouais. et que si vous voulez aller au bout, il va falloir se battre. Ça va pas être donné sur un plateau d'argent et c'est pas l'Eldorado, même si on penserait que ce le serait. Tout comme partir en Australie ou autre, il y a différents types d'adversité, mais de ce que j'en ai compris, pour aller au Canada, c'est plus compliqué encore que la même expatriation en Australie. En fait, c'est vraiment le truc, faut que tu trouves ton équilibre. Là, ça a beaucoup changé les 10 dernières années. Ouais. Le prix de la ville a augmenté. Mm. Les loyers, c'est plus louable. Les biens immobiliers, c'est plus achetable. On n'a plus le confort et l'aisance du pouvoir d'achat qu'on avait avant. Avant, on avait le pouvoir d'achat. T'as un mec qui palpait, il est mort de rire. Ouais, donc là, c'est plus dur. Aujourd'hui, un mec comme moi, avec le salaire que je fais et tout, genre tout ce que j'ai, c'est genre, T'es plus aussi à ça l'aise. prend ça minimum case Ouais. Pour vivre décemment, quoi. pour un jeune, pour vivre décemment. Ouais. Minimum case, mec. Mm. Et encore parce que j'ai trouvé le moyen de faire tourner en haut correctement. Ouais. Sinon, Sinon, si tu devais payer le mortgage, ce serait compliqué. Sinon, déjà, je le paye le mortgage. Oui, mais je l'ai je veux payé dire, pendant longtemps. Donc Ouais. je sais que quand je payais le mortgage, c'était compliqué. Ouais. Là, le fait de ne pas le payer ou plus ou moins, Parce que tu loues, ouais. ouais, ou une charge moins importante, ça me permet à côté, tu vois, de mettre de côté pour d'autres projets. Ouais, Mais sinon, ça veut dire bye-bye les projets. Sinon, tu t'endettes vraiment dans l'achat Ah d'un ouais. appartement Ah et ouais. c'est dommage, quoi. Ouais. Ok. Je pense faire simple. Le Canada, c'est accessible à tout le monde. Faut être clair, c'est pas le pire pays au monde pour venir ici, c'est accessible à tout le monde. Simplement, il faut pas que tu viennes ici avec une mentalité trop française. Faut que tu sois prêt à t'assimiler, à t'intégrer. Il faut que tu sois prêt à dire, c'est comme ça ici, c'est différent de la France, ok, on fait comme ça ici. Parce que si tu forces ton mental à penser genre francophone sur tous les aspects, tu vas frapper des murs tout le temps. Ok. Il faut que tu sois... Après, quelque part, ça fait sens. Tu vas dans un pays qui n'est pas le tien, même si on parle la même langue, il y a un moment, tu peux pas amener ta culture. Non, mais attention, ça c'est un point. Ici, ne négligez pas le respect. Je vais le redire encore, c'est pas la France. Ici, le respect a une place. Dans tout. Tu fais la queue pour entrer dans le bus. Oui, mais ça c'est normal. Ouais, mais pas partout. Tu t'arrêtes au feu rouge. Piéton. Ah oui, parce que sinon tu prends une amende. Gros. Le jaywalking. Tu prends cher. Ouais. C'est pareil en Australie. Ici, si t'as pas le respect, tu vas vite l'apprendre. Ouais, ok. Je te le dis tout de suite. Et les gens vont te dire, oh. Ok. Tu vois. Donc si tu es respectueux, que tu as un peu un schéma de vie, whatever what, je suis capable de faire à peu près n'importe quoi. Enfin, t'es prêt à t'engager sur une mission, je pense. Parce que c'est pas genre j'y vais pour le fun. Écoute, l'erreur que je te dirais, c'est de venir en disant j'y viens et je vois. Ouais. Ça me plaît, je reste, ça me plaît, je pars. Ouais. Ça me plaît pas, je pars. Il y a plein de gens qui font ça, ils partent. Ouais, bah, on a un pote ici en commun, et ça fait 2 ans qu'il est là, il est au bout du roule déjà. Hein, Tu viens avec un plan de match. Ouais. Moi, ce qui a fait que j'ai tenu, c'est que je me dire demain, si la Terre, si la France, elle explose, ici, j'ai un backup, tu vois. Moi, et au même stade que demain, j'ai plus d'argent, c'est pas vrai, j'ai toujours un compte où j'ai un peu d'argent, j'ai un backup. Faut toujours avoir un backup. Mais ça, c'est le backup de ma vie, tu vois. Genre, c'est un projet de vie. C'est un projet de vie.
Ok. Franchement. Non, je pense que c'est très cool et je pense qu'on va s'arrêter là parce que on est allé très très loin. Il y a eu beaucoup d'idées qui ont été émises Ouais, et c'est intéressant. J'espère que vous allez réussir à assimiler un peu le tout. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions directement. Si on veut te retrouver quelque part, est-ce qu'on peut te retrouver pour te poser des questions ou est-ce qu'on passe par moi parce que tu n'étais pas trop présent sur les réseaux? Moi, les réseaux, gros, je te dirais, j'ai ghosté il y a longtemps, tu sais pourquoi? Me sors pas un truc qui va durer 20 minutes. Bah, tu sais pourquoi je suis plus sur les réseaux. En tout cas. Ouais, les réseaux, ouais, enfin, il y a plein de downsides. C'est vrai que, Ouais. voilà, pour vivre dans la vraie vie surtout, mais voilà. Bon, les gars, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Ça a été plus compliqué, je pense, que nos épisodes habituels, mais c'est des sujets qui sont réels Ouais. et qui montrent la réalité de la chose de l'expatriation qui n'est pas aussi facile qu'on aimerait le laisser croire, que l'expérience va être unique en fonction de votre chemin de vie et voilà, vous apprendrez de vos expériences dans tous les cas, vous ferez les bons ou les mauvais choix. Il n'y a pas vraiment de mauvais choix, il y a plus de l'expérience et de learning curve, de l'apprentissage. Donc voilà les boys, j'espère que ça le fait. Moi ce soir je reprends l'avion, je rentre en Europe et je vous ferai un épisode de débrief quand je serai retourné en Espagne, enfin, parce que je retourne à Valencia, parce que c'est ma maison, ma stabilité. Et puis les gars, that's it. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Laissez une review, comme d'habitude, sur Spotify ou quoi. C'est toujours très cool d'avoir un petit 5 étoiles. Ça fait longtemps que je l'ai pas eu, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été très présent. Je m'en excuse. Je vais essayer de faire mieux à l'avenir. Et puis, puce! Cut pas tout de suite. Cut pas tout de suite. Quoi? Non. Putain, mais alors toi! Non, il n'y a pas. Écoutez bien. Mais ça va avec le podcast. Je vais dire un truc très vrai. Et qu'il faut. Et en fait, de tout ce que j'ai dit, là où tout le monde s'est perdu, il faut juste retenir ça. C'est mon expérience avec mon profil, mon caractère et tous les défauts et les qualités qui font que je suis qui je suis. Il faut en aucun cas prendre en compte les downsides que j'ai vécu, les trucs, parce que aussi bien que vous allez arriver là, et ça va être que du bonheur, et ça va être la success story, ou alors ça va être quelque chose qui va être révélateur pour vous, et ça va être un tremplin dans la vie. Moi, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, pourquoi je pars? Parce que Montréal, ça a été un tremplin dans ma vie, et ça a permis de faire la conclusion sur beaucoup de questions que je me posais, et surtout de sécuriser l'aspect que j'avais en rapport avec l'argent et le fait d'avoir des acquis tout de suite, parce qu'on m'a appris ça. Il faut avoir des acquis, parce que la retraite, ça n'existera peut-être pas. Et donc, il faut diversifier ses revenus. Donc voilà. Ce que je veux dire aujourd'hui pour conclure, c'est chacun fait sa propre expérience de vie. Moi, la mienne, elle me regarde. Même si elle a été un peu dark, elle est cool. Et là-dessus, je vous laisse. Peace up. La revue, c'est 5 étoiles, pas moins. Sinon, les gars, ça vaut pas la peine. Voilà, c'est du partage d'expérience et je pense que c'est intéressant d'en retirer. Il y a des choses que peut-être vous arriverez pas à vous apparenter et d'autres peut-être que oui, vous allez rencontrer ces mêmes affronts et ça, j'espère que dans tous les cas, ça vous aidera et ça apportera de la valeur. Peace les boys! Ciao!